Alors, le titre qui m'a été proposé par des organisateurs de cette journée, c'est donc le plaisir de penser et la joie de comprendre au cœur de la refondation de l'école. J'ai essayé de prendre ce titre au sérieux, de revenir un peu sur cette question de la refondation, des raisons qui nous amènent à travailler à cette refondation aujourd'hui et à inscrire la question du plaisir de penser et de la joie de comprendre à la fois au cœur de cette refondation, mais aussi au cœur de notre vie quotidienne d'enseignants, de cadres éducatifs, de chefs d'État. En effet, je suis convaincu que à travers la question du plaisir de penser et de la joie de comprendre, c'est bien la question des finalités de l'école et de notre éducation qui se trouve posée. C'est bien la question de savoir ce qu'on veut faire avec nos élèves, pour quelle société, dans quelle perspective, pour quel futur. Car d'éduquer, vous le rappeliez, Mme Ferrier, tout à l'heure, c'est évidemment inlassablement de se souvenir de l'avenir et se demander quel avenir nous prépare. Alors pour cela, je vais organiser mes remarques avant le débat que nous aurons ensemble autour de 3 séries. Première série de remarques, je reviendrai sur la refondation de l'école en me demandant non pas quel est le contenu de la loi, vous le connaissez, mais qu'est-ce qui justifie ce mot de refondation très ambitieux, annoncé, proposé par le ministre Vincent Peillon et poursuivi aujourd'hui par ceux et celles qui travaillent dans l'éducation nationale. Dans un deuxième temps, je m'interrogerai sur le plaisir d'apprendre et j'essaierai de montrer que c'est un enjeu pédagogique essentiel, y compris même et peut-être surtout dans des situations socialement et institutionnellement difficiles comme certains d'entre vous en vivent. Et enfin, je m'interrogerai sur les moyens. Oui, bien sûr, il faut accéder à la joie de penser et de comprendre, mais comment? Alors, première série de remarques, refonder l'école, pourquoi? D'abord parce que ce qu'on appelle la forme scolaire. Forme scolaire, c'est globalement ce que nous vivons dans les collèges et dans les lycées, moins dans les écoles primaires, c'est-à-dire l'heure de cours, la juxtaposition d'heures de cours disciplinaires, et puis au sein de cette heure de cours, les rituels traditionnels, le démarrage, le travail à donner pour la prochaine fois, etc. Avec, et c'est ça qui la caractérise fondamentalement, une classe d'âge égal, avec des élèves supposés du même niveau. Cette forme scolaire, nous ne la tenons pas de Jules Ferry, contrairement à la légende. Nous la tenons de quelqu'un qui n'est pas républicain, d'ailleurs, plutôt. Nous la tenons de Guizot. Elle a été stabilisée dans les années 1830. À l'époque, il y avait 3 modèles. Il y avait ce qu'on a appelé la querelle des modèles. Alors, c'est intéressant de se rappeler cette querelle des modèles, parce qu'elle a été tranchée par Guizot, mais d'une certaine manière, elle n'est pas complètement obsolète. La querelle des modèles opposait 3 méthodes d'enseignement qui se disputaient l'hégémonie sur le système scolaire français à l'époque. La première méthode, largement héritée du Moyen-Âge, était une méthode strictement individuelle. L'enseignant entrait dans une classe d'élèves extrêmement hétérogènes et hétéroclites. Il laissait les gens faire absolument ce qu'ils voulaient et il appelait auprès de lui à son bureau de temps en temps un élève pour le faire travailler. Les élèves travaillaient donc un par un, sous la conduite du maître, auprès de lui, à son bureau. C'était un temps perdu considérable. Ça se passait d'ailleurs dans des espaces extrêmement particuliers, parfois même pas du tout aménagés pour cela, et commencer à sentir que ce modèle, qui est à la fois inopérant, efficace, extrêmement... Alors, 2 modèles se disputaient le relais. Un modèle issu du catholicisme de Saint Jean-Baptiste de La Salle, qui était le modèle de ce qu'on appelait l'enseignement simultané. L'enseignement simultané, globalement, c'est des classes d'élèves du même âge qui font la même chose en même temps, à peu près au même temps. Ce modèle de l'enseignement simultané était soutenu à l'époque très largement par le milieu conservateur catholique, était soutenu très largement aussi par une partie des universitaires. Mais voilà qu'arrivait de l'Angleterre, en particulier Angaster Revel, penseur pédagogue anglais, un modèle qui commençait à prendre de l'importance, qui d'ailleurs avait déjà émergé un peu dans certaines provinces françaises, qui était le modèle mutuel. Alors le modèle mutuel, c'était des classes plus importantes, plus nombreuses, ou pas de 30 ou 50 élèves, mais souvent de 70 ou 100 élèves, classes nombreuses d'élèves d'âge radicalement différents, de 5 à 7 jusqu'à 15 ans, dans lesquels
on utilisait systématiquement la différence des âges pour créer des groupes qu'on appellerait aujourd'hui de monitorat. L'enseignant, le maître, faisait venir le matin, avant les autres élèves, les grands ou les meilleurs, leur faisait un petit cours, leur donnait des consignes, et quand les autres élèves arrivaient, c'était leurs camarades qui les faisaient travailler. Il y avait une sorte de démultiplication qui s'effectuait ainsi. Les élèves travaillaient d'ailleurs d'une manière très rigoureuse, comme c'était des classes extrêmement nombreuses. Il y avait des tableaux de progression qui étaient affichés partout. Il y avait aussi une scansion du temps, y compris avec un système de claquoir. Et quand un exercice était terminé, un autre exercice devait commencer. Mais le maître était une sorte d'organisateur du travail et il s'appuyait sur l'hétérogénéité des élèves pour améliorer les apprentissages et faire fonctionner. Ce modèle était soutenu à l'époque essentiellement par le protestantisme, les protestants, et par le courant, on va appeler un peu progressiste. Finalement, ce modèle n'a pas été retenu. Guizot pourtant a hésité parce qu'il le trouvait plus économique. Il paraissait plus facile d'avoir des classes de 100 que des classes de 50 ou 40, mais il ne l'a pas retenu en dépit de son caractère économique, parce qu'il le trouvait dangereux et parce qu'il a voulu marquer très fortement qu'une classe devait être homogène, qu'elle devait mettre ensemble des élèves du même âge et que tous ces élèves devaient faire la même chose en même temps. Il y avait là l'idée chez Guizot de fonder une école d'État, une école laïque encore, bien sûr. C'est Jules Ferry qui fondera une école laïque, une école d'État, ou en tout cas la place de l'État était extrêmement importante, et une école structurée sur un modèle strictement pyramidal. Pyramidal, puisque Guizot simultanément, en imposant cette forme scolaire, met en place le corps des inspecteurs et met en place aussi l'ancêtre du bulletin officiel qui vient donner les instructions à l'ensemble des exécutants du système. Si je me permets de rappeler ces quelques éléments historiques, d'ailleurs assez peu connus, c'est parce que nul d'entre nous n'est assez vieux pour avoir connu un autre modèle que le modèle de la forme scolaire traditionnelle, mais je voudrais insister sur le fait que ce modèle est un modèle historiquement daté et qu'il n'y a rien qui puisse nous permettre de penser que l'école continuera selon éternellement le même modèle. En tout cas, il n'y a pas de table de la loi gravée par un dieu quelconque qui dirait que pour faire l'école et apprendre correctement, il faut regrouper les élèves par groupe de 30 en module d'une heure. Nous sommes là devant un choix qui a été fait à un moment donné de notre histoire. C'est un choix qui était légitime, qui a permis de mettre de l'ordre, qui, comme tout choix, à un moment donné, a apporté clarification, mais qui, on le voit bien aujourd'hui, s'essouffle un peu. Et je crois qu'on a raison de dire qu'il faut reposer la question de cette forme scolaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut éclater les classes, ça ne veut pas dire qu'il faut sublimer les établissements, ça ne veut pas dire qu'il faut gommer les frontières entre les disciplines, ça veut dire qu'il faut interroger ce qui nous paraît aller de soi à la lumière des finalités qui nous paraissent souhaitables pour le système éducatif et peut-être faire preuve d'un tout petit peu d'imagination au regard de fonctionnements qui se sont installés et qui se sont installés dans l'histoire à un moment avec toute la légitimité politique nécessaire, mais qui peuvent à un autre moment de l'histoire être réinterrogés. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus. Je voudrais en arriver, c'est la deuxième raison qui me paraît devoir être mise en avant pour expliquer cette refondation de l'école, à l'idée que le projet de Jules Ferry et surtout de Ferdinand Buisson, qui était à la fois l'auteur de célèbres dictionnaires de pédagogie et d'instruction primaire, mais aussi le directeur de l'équivalent de la DGESCO de l'époque, de Jules Ferry. Le projet de Jules Ferry et Ferdinand Buisson, et c'était quelque chose que Vincent Peillon avait à cœur de redire et de rappeler, doit être ressaisi dans son inspiration même pour fonder aujourd'hui l'école sur ce qui réellement est sa finalité, ce qui unit et ce qui libère. Cette double vocation de l'école, j'en ai trouvé la formulation dans un texte important d'un philosophe de l'éducation du XXe siècle, Olivier Ropoul, qui, quand il pose la question « Qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné ?», répond « Ce qui vaut la peine d'être enseigné, c'est ce qui unit et c'est ce qui libère. C'est ce qui libère et c'est ce qui unit. » En réalité, Olivier Ropoul reprend des formules
que l'on trouve dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire coordonné par Ferdinand Buisson. Dans cette œuvre monumentale, sans équivalent d'ailleurs dans l'histoire, que l'historien Pierre Nora décrira comme une cathédrale de l'école, c'est un maximum, l'école laïque, mais pour montrer ce caractère absolument monumental qu'elle peut apporter. Quand on relit aujourd'hui ce dictionnaire de pédagogie, on voit que les objectifs des fondateurs de cette école républicaine, c'est bien d'unifier. Alors d'unifier dans un contexte historique donné. Il y a deux événements traumatiques très importants à l'époque. Il y a eu la défaite de 70, la défaite de Sedan, et juste derrière, en 71, la Commune de Paris. Ces deux événements ont traumatisé la classe dirigeante et inquiètent les dirigeants français sur les fractures qui peuvent émerger au sein du pays. Donc, dans ce contexte historique-là, il faut donner à la France un sentiment d'unité nationale. Mais si c'est ça le projet des politiques, il est relayé par les pédagogues d'une manière particulière. Ferdinand Buisson, qui est l'inspirateur, explique que pour unir, il faut apprendre aux gens à distinguer les savoirs et les croyants. Parce que, dit-il, les croyances divisent et les savoirs unissent. Distinguer les savoirs et les croyances, c'est permettre à chaque élève de désintriquer le savoir et le croire. Probablement en étant conscients, nous autres éducateurs, que cette désintrication n'est jamais quelque chose qui peut s'achever, dont on peut dire qu'elle est terminée. Il y aura probablement toujours des croyances qui resteront dans les savoirs et des savoirs qui seront présents dans les croyances. Ce qui est important, c'est le mouvement par lequel on s'efforce d'y voir clair à l'intérieur de notre tête et de savoir ce qui relève de la croyance et donc de la sphère privée et des choix individuels, de ce qui relève des savoirs partageables et partagés, savoirs qui nous réunissent au-delà de nos croyances. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas seulement de dire qu'il faut enseigner les savoirs, pas les croyances. Ce qui est intéressant, c'est d'aller un tout petit peu plus loin et de lire quasiment sous la plume de Ferdinand Buisson que pour enseigner les savoirs et pour permettre aux élèves de ne pas prendre leurs croyances pour des savoirs, il ne faut pas que nous enseignions nos savoirs comme des croyances. Il ne faut pas que nous enseignions nos savoirs comme des croyances. Alors à l'époque, ça c'est extrêmement important et ça reste, me semble-t-il, tout à fait fondamental. Buisson dit on ne lutte pas avec une croyance contre une autre croyance. C'est pas le lieu de l'école, c'est pas l'objectif de l'école. L'objectif de l'école, c'est d'apprendre à voir ce qui ne relève pas de la croyance, ce qui relève du savoir. Et pour ça, le dictionnaire de pédagogie propose deux voies, la démarche expérimentale et la démarche documentaire. La démarche expérimentale qui consiste à vérifier avec les élèves et dont un des éléments est la leçon de choses. La leçon de choses est un des éléments de la démarche expérimentale. On trouve dans l'article leçon de choses du dictionnaire des formules du type si le maître apporte en classe un faisan empaillé ou balance, ça n'est pas pour amuser les élèves, c'est pour que les élèves n'aient pas à le croire sur parole. C'est-à-dire pour que les élèves puissent vérifier que ce qu'il leur dit, ça fonctionne bien, et que les savoirs qu'il leur enseigne ne sont pas des croyances, parce qu'il y a quelque chose qui permet de l'observer, et que ce quelque chose qui permet de l'observer, on le met à disposition. Et puis, il y a une autre démarche, qui est la démarche documentaire. La démarche documentaire qui consiste à faire consulter des documents contradictoires, à apprendre à argumenter sur ces documents et à pratiquer ce qu'on trouve déjà dans le dictionnaire de pédagogie de Buisson, le débat argumenté en classe. Ce qui est très intéressant, c'est que ces deux courants qui, en fait, envoient deux sensibilités présentes dans le dictionnaire. Il y a ceux qui, d'un côté, sont issus du courant scientiste et positiviste et qui prônent plus la démarche expérimentale, et ceux qui, de notre côté, sont issus de ce qu'on appelle l'éducation libérale protestante, libre exaministe, tout ce courant éducatif qui dit qu'il faut aller lire directement les textes soi-même et qu'il faut aller confronter les documents pour se faire personnellement son jugement. Ces deux mouvements fusionnent en quelque sorte, ou en tout cas convergent, s'ils ne fusionnent pas, dans l'idée que pour que les élèves n'imposent pas leur savoir
leurs croyants, pardon, comme des savoirs, il ne faut pas leur enseigner nos savoirs comme des croyants, mais comme des sages. Et que c'est là que se situe le nœud de ce que on appellerait un enseignement laïque, pas une école, un enseignement laïque. Et les deux choses ne sont pas tout à fait superposables. L'école laïque est une institution qui respecte les principes de la laïcité, et je pense que personne ne le conteste. L'enseignement laïque est un enseignement qui s'inspire du principe de la laïcité dans la manière même de transmettre les savoirs, c'est-à-dire qui fait attention à ne pas transmettre des savoirs comme si c'était des croyances et à ne pas demander aux élèves de s'y soumettre d'une manière qui relèverait une espèce de foi fidèle, d'assujettissement de celui qui doit obéir, mais bien de lui transmettre des savoirs en s'adressant à son intelligence et en lui permettant non pas de découvrir par lui-même, mais de découvrir avec le maître que la vérité qui lui est exposée, il peut lui-même l'éprouver, la vérifier et faire pas à pas la démarche qui fait que c'est bien d'un savoir qu'il s'agit et que ce savoir-là, il est construit et qu'il réunit l'ensemble de ceux qui se l'approprient au-delà de leur sensibilité, au-delà des jugements qu'ils peuvent porter sur quelque chose, au-delà de leur appartenance. Ce qui donc, dans l'école de Jules Ferry, unit fondamentalement les êtres, c'est l'accès au savoir. Et je crois qu'on a besoin de se redire cela. On a besoin de se redire cela. Bien sûr, il y a aussi dans l'école de Jules Ferry la morale républicaine et l'enseignement un peu strict d'une morale, mais si on relit les textes de l'époque, on s'aperçoit que tous les auteurs rappellent que cette morale n'aurait aucun sens et aucun poids si elle n'était pas d'abord portée par le comportement du maître et par sa manière d'exercer l'autorité, c'est-à-dire par le fait qu'il exerce une autorité légitime en tant qu'il transmet des savoirs véritables et qu'il n'exige pas des élèves un assujettissement, mais qu'il exige des élèves qu'ils découvrent et s'approprient des savoirs qu'ils comprennent. Et ça, c'est évidemment tout à fait essentiel. Le maître incarne une exigence de précision, de justesse, de vérité. Il est dans la classe celui qui pose les questions et apporte les documents. Il est aussi celui qui, par son comportement, indique la direction. Et la direction, c'est celle qui permet de construire la vérité. Je crois que nous avons besoin de revenir à cette idée de ce qui unit et nous avons besoin de la compléter parce que, évidemment, si chez Ferdinand Buisson et Jules Ferry, il y a cette conviction-là, il n'y avait pas les situations sociologiques que nous connaissons d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, Ferdinand Buisson évoquait ce qui unit, il évoquait aussi ce qui libère. Ce qui libère l'enfant de ses affiliations. On a pu dire que l'école de Jules Ferry était une sorte de machine de guerre contre la famille. C'est pas tout à fait vrai, puisque Jules Ferry lui-même, dans son fameux discours, dans sa fameuse lettre aux instituteurs, leur dit qu'ils ne doivent rien dire qui pourrait choquer un père de famille qui est dans la salle, etc., etc. Alors, il y a quand même un peu de sexisme à l'époque. En particulier, on soupçonne les mères de famille d'être le bras armé du clergé. Donc, élever les enfants un peu loin des principes républicains auxquels on veut les faire adhérer. Il y a aussi l'idée que la famille, c'est le patois, il faut faire avancer. Il y a aussi l'idée que la famille, c'est l'inégalité, qu'il faut mettre tout le monde dans une situation d'égalité des chances. Il y a aussi l'idée que la famille, c'est la superstition et que l'école, c'est la raison. Donc, il y a tout ça, évidemment, dans l'école de Jules Ferry, mais plus que ça, peut-être, à la racine philosophique de ça, il y a l'idée que nul ne doit être enfermé dans le lieu d'où il vient. Nul ne doit être enfermé dans le lieu d'où il vient, lieu symbolique comme lieu géographique. Que chacun doit pouvoir écrire sa propre vie et que l'école a ce devoir de ne pas assigner à résidence ceux qu'elle est scolaire. Elle a ce devoir de les libérer de toutes les formes d'emprise qui peuvent s'exercer sur eux, de l'emprise sociale, locale, familiale, clanique, de toutes les formes de fatalisme aussi qui peuvent peser sur eux, en particulier tout le fatalisme de transmission, une sorte de conception héréditariste en quelque sorte des tâches et des fonctions sociales.
Alors je crois qu'il nous faut nous redire aujourd'hui qu'effectivement, l'école a pour objectif d'unir et de libérer, d'enseigner ce qui fait commun et ce qui permet de construire du commun, et en même temps de donner à chacun la possibilité d'échapper à toutes les formes d'assujettissement, quelles qu'elles soient. Et cela me paraît d'autant plus important aujourd'hui que la modernité se caractérise, et c'est le troisième point que j'évoque sur cette diapositive, par une double montée. La montée de ce que les sociologues et philosophes comme Marcel Gauchet appellent l'individualisme social, qui est corrélé à la montée des communautarismes. L'un et l'autre, l'individualisme et le communautarisme, étant liés à l'effondrement des grands récits unificateurs. Grands récits unificateurs, c'est le récit du progrès par la technique, le récit de la lutte des classes, l'opécie, le christianisme salvateur. Tout cela s'est progressivement érodé, progressivement effondré, et l'individualisme social s'est substitué, y compris dans les comportements scolaires, à la confiance quasiment aveugle dans l'institution. Moi, quand je suis rentré à l'école de primaire, mes parents me déposaient comme aujourd'hui je rentre dans un avion, c'est-à-dire il n'y avait absolument plus de velléité d'aller donner des conseils à un instituteur que moi je n'allais donner des conseils et pilotes à donner d'atterrir. Euh, donc, si mes instituteurs avaient dit que je n'étais pas capable de poursuivre les études en sixième, à l'époque, 15% des élèves allaient en sixième, par contre, on va pas discuter le point de vue de l'instituteur. On n'aurait jamais imaginé que ce point de vue était discutable. L'institution avait, par définition, légitimité pour imposer un point de vue, donner son point de vue, elle avait raison. Nous savons bien qu'aujourd'hui, notre confiance dans les institutions s'est érodée, et nous-mêmes, qui sommes partie prenante, qui parfois même cadres dans cette institution, il nous arrive de douter dans nos intérêts personnels qui sont en jeu, de la capacité de cette institution à réaliser le bien-être de nous-mêmes, de notre progéniture et de nos proches. Et donc, nous faisons partie, tous les uns et les autres, de cette montée de l'individualisme social, et qui fait que, prenons en main, plus ou moins, notre destin, et que nous voulons pouvoir choisir de plus en plus, là où traditionnellement les institutions choisissaient à notre place. Cet individualisme social a pour corollaire la montée des communautarismes. Les individus seuls et solitaires se regroupent évidemment, et se regroupent en fonction d'appartenances qui ne sont plus des appartenances institutionnelles, mais le plus souvent des appartenances communales. Je ne vais pas insister là-dessus, c'est des choses que, évidemment, vous connaissez et vous vivez au quotidien. Mais je voudrais insister sur quelques autres points qui me paraissent légitimer la nécessité de refonder l'école. Un point qui est relativement peu évoqué à la fois par les pédagogues et les responsables de l'éducation nationale, c'est le fait que le statut de l'enfant a profondément changé depuis 50 ans et que son rapport à l'adulte a été radicalement modifié. Un démographe, Paul Lyonnais, un ouvrage très important qui s'appelle Le recul de la mort, montre que l'événement majeur sur le plan anthropologique des civilisations occidentales de ces quasiment 2000 dernières années, c'est le compadres. C'est-à-dire, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, nous n'avons que les enfants que nous avons désirés. Nous n'avons que les enfants que nous avons désirés. C'est évidemment un progrès absolument considérable et que nul ne songe, espérons-le en tout cas, à remettre en cause. Mais néanmoins, c'est un progrès qui change radicalement la donne. Que dès lors que les enfants sont les Antilles, ça inverse le rapport. Ce n'est plus aux parents faire le bonheur de l'enfant, c'est à l'enfant faire le bonheur des parents. Et ça modifie notre rapport à l'enfant. Nous voulons que notre enfant, puisque nous l'avons désiré, incarne cet idéal que nous avons besoin et qui prolonge en quelque sorte nos propres aspirations. Et l'enfant acquiert par là même un pouvoir considérable, parce qu'il comprend très vite que ce que veulent les adultes, c'est être aimé par lui. Il comprend que chacun veut sa part d'amour et que chacun veut être aimé même plus que l'autre. Souvenez-vous de l'anniversaire de la petite Julia, des petits Ahmed ou que sais-je, il y a quelques jours ou quelques semaines. Il est là, il a 10 ans, 12 ans, il y a toute la famille autour, le père, la mère, les frères, les sœurs de la mère, les sœurs, les oncles, les tantes, etc. Chacun avec quoi? Un appareil photo, téléphone portable, c'est la photo, et l'enfant est au milieu. Et c'est pilon. Il sait que s'il va vers l'appreneur en disant « En moi en photo, je te fais un joli sourire et ton cadeau est très bien »,
et s'il le fait avant d'aller vers la maman, ça risque de faire un peu grincer les dents. Mais il en profite, il sait qu'il a le pouvoir, donc il va faire monter les enchères. Il sait que les adultes adorent être aimés par eux. Et il sait que s'il fait monter les enchères, il peut obtenir beaucoup des adultes, énormément. Et que s'il obtient beaucoup des adultes, ses désirs seront assouvis. Je crois qu'on n'a pas suffisamment intégré cela. On n'a pas suffisamment intégré ce changement-là et on n'a pas suffisamment vu les modifications profondes de la relation éducative, je ne parle pas de pédagogique, éducative dès la famille, mais aussi dans la famille élargie, dans le groupe humain, que cela induisait. Et ces modifications sont d'autant plus importantes que la société marchande va activer considérablement ce processus-là. Nous sommes en fait, c'est mon camarade Bernard Stiegler qui souligne cela, entrés dans ce qu'il appelle le troisième âge du capitalisme. Stiegler explique que le premier âge du capitalisme, c'est le capitalisme industriel, les dollars. Le deuxième âge du capitalisme, c'est le capitalisme financier, qui bouge encore, il a un peu de mal. Et le troisième âge du capitalisme, qui émerge et qui devient de plus en plus puissant, en particulier sur nos enfants, mais aussi sur nous, c'est le capitalisme pulsionnel, c'est-à-dire celui qui nous susurre en permanence à l'oreille, achète, assouvit ta pulsion, ça fait marcher le commerce. Celui qui est une sorte d'excitant permanent pour que nous exigions la réalisation de ce que nous voulons le plus vite possible, immédiatement et sans délai. Et nous bénéficions pour cela d'un nombre considérable de prothèses technologiques qui vont nous permettre effectivement d'activer notre système pulsionnel et qui rend urgent la réhabilitation du désir et l'éducation à la pensée. La pulsion, ça n'est pas le désir en réalité. Je les ai associés tout à l'heure, il faut évidemment les distinguer. La pulsion, c'est l'énergie qui appelle satisfaction, et quand la satisfaction est là, on revient à l'électroencéphalogramme. Pulsion, satisfaction, retour à... Le désir, ça n'est rien de cela. Le désir, c'est quelque chose dont la réalisation n'éteint pas l'origine. Très beau vers de René Char qui dit que le poème est l'amour réalisé du désir demeuré des désirs demeurés. Le désir de savoir, par exemple, n'est pas tué par le fait de savoir. Quand vous désirez savoir, le fait de savoir vous donne encore plus envie de savoir. Le désir de la présence de l'être aimé ne tue pas le désir de la volonté. Au contraire, on a encore plus envie de le découvrir, de partager des choses avec lui. Le désir s'inscrit dans la temporalité, alors que la pulsion, c'est tout de suite, immédiatement. Le désir laisse du temps à la réflexion, alors que la pulsion écrase la réflexion. Alors, entendons-nous bien, la pulsion, y compris les pulsions les plus perverses, ne sont pas interdites. Nous avons tous des pulsions de mort, nous disent les psychanalystes, par exemple. C'est même pour eux un signe de bonne santé mentale. On a tous un complexe d'Oedipe, un complexe de mère, vous connaissez tout ça. Donc, d'une certaine manière, avoir la pulsion de mort, avoir un désir de meurtre n'est pas interdit. On ne peut pas l'interdire, c'est même plutôt conseillé par la médecine. En revanche, ce qui est radicalement interdit, c'est le meurtre. Donc, je m'excuse de dire de telles banalités, mais ça veut dire très concrètement qu'il faut qu'entre la pulsion et l'acte, il y ait quelque chose. Alors, ce quelque chose, moi, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Vous pouvez l'appeler le jugement, si vous êtes conscient, la conscience, si vous êtes chrétien, je sais pas, l'intelligence, la raison, si vous êtes rationaliste, disons une boîte noire, disons la pensée. Disons la pensée. Ce qui me préoccupe pour ma part aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de rétention dans l'infantile de beaucoup de nos élèves et d'un certain nombre d'adultes même, par ce capitalisme pulsionnel qui les fait fonctionner dans un registre qui est tout de suite et qui les amène à une forme de réaction dont vous avez vu ce matin les dangers et les dégâts que nous appelons le passage à l'acte. C'est pas interdit de détester quelqu'un. Personne ne pourra jamais l'interdire. Mais c'est interdit de le harceler. Entre les deux, il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est la pensée. Cette pensée qui consiste en particulier à être capable de se mettre à la place de l'autre et d'anticiper la souffrance qu'on lui fait en se disant que l'autre est un autre soi-même et que parce que l'autre est un autre soi-même, nous faire souffrir, on n'a pas le droit de le faire. C'est un travail de la pensée, cette empathie-là, se met à la place de l'autre. Si, pour revenir à la question du harcèlement, si, comme les collègues de
Éric Debarbieu l'ont montré, certaines formes de harcèlement virtuel, le cyberharcèlement, sont plus violentes encore que certaines formes de harcèlement en face à face. C'est parce que tout simplement dans le cyberharcèlement, la présence du visage de l'autre n'est pas là pour rappeler que c'est un être de chair et de sang qui peut souffrir et à qui on peut faire mal. Donc tout est autorisé d'une certaine manière. Mais il y a un certain nombre d'élèves, nous le savons bien, pour lesquels la présence de l'autre n'est pas un obstacle. Au contraire, ils peuvent même s'acharner contre l'autre. Parce qu'à aucun moment ils n'ont été formés à cette empathie fondatrice qui consiste à voir l'autre comme soi-même et à penser que l'autre peut souffrir et à penser que s'il souffre parce qu'il est un autre moi-même, c'est l'humanité que je... Et donc, l'éducation à la pensée, elle passe par l'éducation des émotions. Il y a un auteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Martha Nussbaum, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'intitule Les émotions démocratiques, dans lequel elle montre que l'émotion n'est pas en soi démocratique. L'émotion, ça peut être une émotion grégaire qui nous fait prendre les armes contre un bouc émissaire. Mais l'émotion peut être démocratique aussi si elle est éduquée et si l'éducation permet de faire revivre cette empathie fondamentale par laquelle on découvre que l'autre, même s'il est différent de moi, il partage avec moi quelque chose de fondamental qui est l'humaine condition. Comme le dit le philosophe Goldricker, à ce moment-là, on se voit soi-même comme un autre et l'autre comme soi-même. Et Martha Nussbaum insiste beaucoup sur l'impact que peut avoir dans ce domaine-là les contes, les légendes, la littérature, les récits, dès lors qu'ils sont travaillés avec des élèves et dès lors qu'ils permettent d'entendre la souffrance de l'autre et de réaliser, de rendre réelle cette souffrance pour cela représenter enfin et pouvoir, par la pensée, anticiper les effets de ce que l'on fait et donc rentrer dans l'intelligence de ses actes, n'être pas dans le pulsionnel et le passage à l'acte permanent. Parce que vous en avez des élèves qui sont dans le passage à l'acte permanent. Ça les énerve, ils se lèvent, ils crient, ils prennent l'autre au collet, ils secouent, ils jettent la trousse, ils s'ennuient, ils se mettent à faire n'importe quoi. Enfin, j'en ai peut-être pas, moi j'en ai vu quelques-uns dans ma carrière. Donc je crois que vous en voyez aussi. Le passage à l'acte, c'est précisément l'impulsion toute puissante. C'est le fait que la pensée ne s'est pas construite. Il n'y a pas de sursis à la pulsion. Or, l'éducation, c'est précisément le sursis à la pulsion. Ne pas sursoir à la pulsion, c'est rester dans l'infant. C'est rester dans ce qu'on appelle vulgairement le caprice. Sortir du caprice, c'est sursoir à la pulsion. Quelle que soit cette pulsion, de possession, d'agression, c'est sursoir à la pulsion. C'est se mettre à réfléchir. J'ai vu que tout à l'heure, Éric Debarbieu a conclu son exposé par une citation de Janusz Korczak. Je suis un admirateur inconditionnel de Janusz Korczak. Parce que c'est un homme qui a compris bien avant les autres, et à un moment où même les psychanalystes et les psychiatres hésitaient sur cette question, cette mécanique de la pulsion. Et cette mécanique de l'éducation comme outil, effort permanent pour aider l'autre à sursoir à la pulsion. Alors Korczak, vous savez, est un médecin juif polonais qui... dès avant la guerre de 14, va créer la première orphelinat et puis qui, après la guerre de 14, va créer plusieurs orphelinats à Varsovie pour accueillir les orphelins de la guerre et les enfants des rues. Alors, il met toute son énergie, d'ailleurs, dans la création de ces orphelinats, met tout son argent, toutes ses économies pour l'Europe, pour aller chercher même des sanitaires absolument extraordinaires et mettre à disposition de ses enfants le plus beau et le meilleur. Puis, en 1915, il ouvre un des orphelinats et dans les 24 heures, évidemment, les gamins qu'il a recueillis l'ont pillé et ont revendu au marché noir la quasi-totalité des objets qui l'avaient mis tant de peine. Et donc, il connaît les gamins, il sait ce que c'est. Il sait que on peut pas prendre les gamins pour ce qu'ils sont. Il faut prendre les gamins pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. Parce que les prendre pour ce qu'on voudrait qu'ils soient les empêche de les devenir. Il connaît. Et il va toute sa vie être un inventeur fantastique de dispositifs pédagogiques pour sursoir à la violence, pour sursoir à la douleur. Par exemple, pour illustrer mon propos, c'est pas appliqué tel quel, évidemment. Dans l'orphelinat, il va donner à chaque élève, au début de chaque semaine, 10 points de bagarre. C'est un droit à la bagarre.
qu'en cas de grosse bagarre, on enlève 4 points, de moyenne bagarre 3 points, de petite bagarre 2 points et d'insulte. Alors, il y a un trafic de points là, évidemment, il y en a qui ne consomment pas leurs points, qui les donnent aux autres, donc il devient ferme à ça. Et puis, il s'aperçoit qu'il se passe quelque chose quand même. Et il écrit dans son journal, avec le système des points, les adolescents commencent à réfléchir à tout cela. C'est pas tellement anecdotique. C'est évidemment quelque chose qui est essentiel. Alors, il va même aller plus loin parce que, comme ça marche pas fort très bien, qu'en pédagogie, rien ne marche à tous les coups. Que travaille avec des humains, c'est-à-dire que par définition, il n'y a pas de protocole expérimental qu'on pourrait répéter et qui fonctionnerait à 100%. Il invente d'autres systèmes. À un moment, les bagarres deviennent un peu dures, un peu violentes, il n'arrive pas à les endiguer, et puis surtout, il veut faire expliciter par les gamins pourquoi ils se tapent dessus, etc. Donc, il a cette idée de génie qui consiste à dire, à partir d'aujourd'hui, tout le monde a le droit de taper sur n'importe qui comme il veut. Mais à une condition, c'est de le prévenir par écrit 24 heures à l'avance. Alors, ça peut paraître une condition rocambolesque. Elle est très intelligente. Elle n'est pas très facile à réaliser. Moi, je l'ai mis en place dans certaines de mes classes. Elle n'est pas très facile à réaliser, mais elle est très intelligente. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'expliquer un peu les choses. Alors, il y a un système, on relève la boîte des bagarres régulièrement, ta tête ne me revient pas, je vais te taper dessus. On peut répondre. Il y a d'ailleurs des élèves, des orphelins qui protestent en disant « Mais nous, monsieur, on ne sait pas écrire, et nous, on ne sait pas lire, ça nous embête. » Ils disent « C'est pas grave de trouver quelqu'un qui sait écrire, quelqu'un qui sait lire, qui te répond. C'est-à-dire, peut-être, si vous voulez apprendre à écrire, on va dire, vous y mettrez, pas un problème, vous aidera. » Et il voit quoi? Il voit quoi avec ce système? Il voit émerger progressivement des enfants qui étaient dans le passage à l'acte permanent et qui commencent petit à petit à se poser la question de justifier leurs actes. Et qui commencent à être dans une réflexion, commencent à entrer dans la pensée. Alors, il va mettre en place des quantités de dispositifs comme ça. Il met en place un tribunal, en particulier dans le pays-là. Mais c'est un tribunal qui n'est pas un tribunal libertaire pour les gamins du n'importe quoi, pas un tribunal du peuple non plus. Chaque semaine, tous ceux qui ont une plainte à porter contre un des enfants, la livre de plainte et la mettent dans du lit. À la fin de la semaine, on ouvre la boîte et on liste tous ceux contre qui une plainte a été portée. Parmi les autres, on tire 3 juges au sort. Ni les autres contre qui aucune plainte n'a été portée, peut-être à la fois que je ne sais pas. Et ces 3 juges vont examiner toutes les plaintes. Pas n'importe comment. Il y a 1000 questions dans un ordre donné auquel les juges doivent répondre. Vous irez sur le site des amis de János Korczak, si vous voulez, pour lire ces 1000 questions. Elles sont très intelligentes et surtout, ce qui est très intelligent, c'est d'obliger les gamins à chaque acte à le juger, pas en disant c'est bien seulement, mais en répondant à des questions précises qui se succèdent et qui constituent un ordre de gravité. Et dans ce tribunal, il y a quelque chose de très particulier. Vous me direz, il n'y a pas l'adulte. Si, il y a l'adulte. Chaque ou un éducateur joue un rôle très particulier dans ce tribunal. C'est le rôle de greffier. C'est-à-dire qu'ils écrivent ce que disent. Alors, ça me paraît lourd. C'est absolument essentiel parce que qu'est-ce qu'il a dit Korczak? Que quand l'enfant sait qu'on va écrire ce qu'il dit, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il va aussi réfléchir avant de parler. La présence du cahier que tout le monde peut consulter et où ses propos sont consignés, ça a un impact très direct sur l'expression d'un enfant. Ça, c'est ce que ne cesse énoncer Korczak, c'est la contrainte qui suscite la liberté. Il y a une contrainte qui va... mais cette contrainte n'est pas là pour empêcher l'enfant de dire ce qu'il a à dire, mais pour lui permettre de le dire mieux, de le réfléchir, de l'expliciter et de le penser, c'est-à-dire dans un processus que nous appelons un processus de subjectivation. Alors, si je me permets d'insister, c'est parce que je crois qu'on a assez largement sous-estimé l'impact du mode de vie d'aujourd'hui sur le passage à l'acte et sur la multitude des passages à l'acte des gamins dans notre quotidien. La structure scolaire traditionnelle était extrêmement contenante et la structure sociale aussi était, ce qui fait que le passage à l'acte était
contenu en grande partie par la peur. Dès lors que une partie des peurs et des inhibitions sont levées, dès lors qu'il y a, au sens propre du mot, une conspiration. Au sens propre, c'est cum respirare, respirer ensemble. Il dit à l'enfant en permanence, demande, désire, fais ton caprice, tu as droit à avoir, et si tu l'as pas, tu as droit à le prendre, et ainsi de suite. Dès lors qu'il y a cette espèce de chant permanent de la machinerie publicitaire et médiatique qui lui dit pour être il faut avoir, il est évident que la tentation d'être dans le passage à l'acte permanent est plus grande et l'activation de l'infantile est plus grande. Et que nous nous trouvons devant un problème majeur, c'est des sociétés qui promeuvent l'infantile face à des enseignants et des éducateurs pour responsabilité de le faire régler. Une société qui écrase la pensée et qui dit aux gens, faites votre caprice, face à des enseignants et des éducateurs qui ont pour objectif de faire émerger la pensée, de faire, et bien évidemment, c'est quelque chose de tout à fait important et ça nécessite de revisiter notre manière de travailler parce que cette émergence de ce que Stigler appelle le capitalisme ne veut pas avoir d'impact. Stigler est très radical. Il dit que le capitalisme pulsionnel poursuit comme objectif la destruction systématique de l'appareil psychique. Donc, il y a fort heureusement un certain nombre d'enfants dont l'appareil psychique n'est pas totalement détruit par le capitalisme pulsionnel. Et en particulier des enfants, mais nous savons bien que ce n'est pas le cas de tous, qui ont à la maison des parents avec qui il peut y avoir de la verbalisation, de la prise de distance, de la médiation culturelle, de la réflexion collective, etc. Et comment avec lequel il peut y avoir certains temps, des temps d'arrêt, problème de l'écran, il oublie la temporalité. La temporalité, de voir, le temps n'existe plus. Et si vous mettez dans un jeu électronique, alors là, voir, le temps n'existe plus. Donc on sait que par rapport à ça, il y a des parents qui vont jouer une demi-heure ou tu joueras dans une demi-heure et que c'est pas signifiant de dire ça. Ça change totalement le rapport à l'Iran. Ça fait passer de l'emprise à une forme de prise possible et donc à l'émergence de la pensée. Donc on sait qu'il y a des comportements familiaux qui vont aider l'enfant à sortir du pulsionnel et du passage. Mais on sait que tous les enfants ne bénéficient pas à l'égalité de ces comportements. Tous les enfants ne bénéficient pas à égalité de moments d'échange verbalisé où on reformule ce qu'on a dit au lieu de dire simplement c'est idiot, c'est j'ai formule, on explicite. Bon, c'est très bien que malheureusement, tout ceci est quand même assez largement corrélé avec les sociales de l'art. Donc ça rend nécessaire pour nous de prendre ça au sérieux, très fortement. D'autant plus que ces phénomènes-là érodent considérablement une capacité dont nous avons beaucoup besoin à l'école, qui est l'attention. L'attention, être attentif. Moi, j'avais observé un peu cela, et puis j'avais eu un certain nombre d'études américaines en particulier sur l'attention. Puis quand j'ai quitté la direction de l'UFM de l'Académie de Lyon, j'ai repris ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, et j'ai repris en responsabilité un CRI2, donc en 9 mois. Et on m'avait dit, tu verras, CL2, en fait, c'est pas très, très, très difficile. Tu vas, le niveau a beaucoup baissé. Alors, ça, je savais. Donc, en particulier, il a beaucoup baissé, j'ai la maîtrise de la langue. C'est catastrophé par la maîtrise de la langue. Puis, en particulier, les langues orales. Sur le reste, je trouvais qu'il y avait parfois des idées connaissables que je n'avais pas à leur âge, que j'avais à leur âge, je n'avais plus. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce qui vraiment pour moi a été le plus difficile, c'est leur difficulté à être attentif dans la durée. D'abord, leur difficulté même à être attentif à la première consigne que je donnais. Je donne une consigne en début de cours, j'ai à peine fini la première phrase de consigne, que la moitié de la classe levait la main pour que j'aille expliquer à tel d'entre eux la consigne que j'avais encore fini de donner à tous. Et puis ensuite, quand je les mets au travail, quand je leur demande une lecture, quelque chose, mais pas de tous les côtés. Et pourquoi j'avais écrit à l'époque un article, j'avais intitulé La pédagogie du garçon de café. Parce que j'avais le sentiment d'être devenu un garçon de café. C'est-à-dire de pour de table en table, pour dire toi calme-toi, toi mets pas de travail, toi fais ceci, toi fais cela. J'avais ce sentiment d'être complètement happé par et ça ne peut pas fonctionner, ça. Attention. Alors nous avons vérifié avec un certain nombre de côtés de mon laboratoire, nous avons vérifié expérimentalement le phénomène. C'est-à-dire qu'on a repris des tests d'attention qui avaient été élaborés par Claparède dans les années 1930 sur des exercices type puzzle, par exemple.
Et on les a fait passer dans les mêmes conditions et arrêter le même protocole au même âge. Les enfants, le résultat est très parlant. Globalement, le temps d'attention linéaire a été divisé par 3. Là, où il y a 15 minutes, il y a 5 minutes. Pour être tout à fait rigoureux, en 5 minutes, ils font un peu plus que n'en faisaient 5 minutes leurs ancêtres. Mais ils ne font pas autant qu'en 15 minutes. Et là où les 3 minutes, c'est plus qu'une minute. Donc il y a une espèce de montée de l'inattention qui est liée probablement à un environnement, à un cadre de vie et à un usage des médias où l'attention devient quelque chose qu'il faut acheter. Un ouvrage qui vient de paraître qui explique que jadis, c'est vous qui achetez le livre. Aujourd'hui, on finira par vous payer pour les acheter parce que c'est le temps d'attention qu'on vous achète. Un peu de vrai là-dedans. Ils sont, nos élèves, pris dans les filets d'un univers qui veut en permanence capter leur attention et les empêcher de zapper. Et donc, ils zappent plus vite qu'eux. Et ils se livrent à une surenchère d'effets pour les scotcher à l'écran. Et ils oscillent donc entre des phases où ils sont dans l'hyper-attention, s'il est avec son joystick dans les mains, il y a le monde qui disparaît aujourd'hui, et des phases d'inattention absolue, parce que ça ne l'intéresse pas, il débranche immédiatement. Et quand il rentre en classe, évidemment, il a la télécommande qu'il a fait au cerveau. J'avais écrit, au moment de l'apparition de l'écran plat et de la TNT, j'avais fait une étude sur l'impact sur le comportement des élèves de la multiplication des écrans dans l'univers familial. Que quand on a introduit simultanément l'écran plat et la TNT, les gens ont acheté des écrans plats et ont mis leur vieille télé dans la chambre, etc. Et grâce à la TNT, ils ont aussi mis des écrans. Puis en plus, il y a l'ordinateur qui est arrivé, etc. Et ce qui m'avait frappé beaucoup à cette époque-là, c'était l'impact de la télécommande. En fait, la télécommande, j'avais appelé ça un phallus high-tech. Alors, c'est évidemment un phallus en raison de sa forme, qui est tout à fait représentative, mais c'est surtout un phallus en raison de son pouvoir. C'est un pouvoir terrible. Vous pouvez interrompre quelqu'un en un quart de seconde, donner la parole à quelqu'un, changer de programme, etc. Vous êtes dans une espèce... Vous avez des centaines de chaînes, et puis là, tout est à votre portée. Vous pouvez interrompre quiconque. Et quand il rentre là, c'est quand même bizarre qu'ici, on ne puisse pas changer de chaîne, quoi. Parce qu'ils ont toujours ça greffé là. Et je crois que cette question de l'attention est une question absolument déterminante. Créer les conditions de l'attention collective des élèves dans une classe, ça devient une des compétences majeures du métier d'enseignant. Et créer les conditions de l'attention collective des élèves dans une classe, ça veut dire un rituel d'accueil, ça veut dire des consignes précises, ça veut dire une organisation du travail et des matériaux, ça veut dire un cadre structuré et relativement institutionnalisé, ça veut dire un ensemble de rituels, j'emploie volontairement un mot rituel, dont les élèves se sont emparés et qu'ils ont interdit. Et je crois qu'un des problèmes des écoles aujourd'hui, des collèges en particulier, c'est la difficulté à construire des rituels scolaires. Alors, je ne parle pas que des grands rituels type grande fête d'école ou distribution des puces dans les jeux. Je parle du rituel d'entrée en classe. Alors bien sûr, on peut faire un rang, mais le rituel, c'est pas simplement du physique, c'est du psychique. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Un rituel, par exemple, quand vous rentrez en classe, c'est un dispositif qui vous permet de passer, excusez-moi pour la métaphore photographique, du grand angle au zoom. Vous étiez en grand angle, vous faisiez n'importe quoi, vous pensiez à 36 choses à la fois, tac, Verlaine, Pythagore. C'est un travail mental. C'est un travail mental que l'école n'est pas la seule à demander. La religion le demande. Travail mental que les religions demandent, près dans quelque religion que ce soit, dans un espace religieux. C'est le travail que la justice demande. Quand vous rentrez dans un tribunal, arrêtez de vous comporter selon un rituel. C'est le travail que le théâtre demande, même que le cinéma demande. Et c'est un travail qui consiste à créer les conditions de la mise en place de ce que j'appelle dans les travaux une posture mentale. Pas simplement une posture physique, mais une posture mentale. Posture mentale, c'est-à-dire fixer son attention d'une manière précise sur quelque chose. C'est pas la même posture mentale que chercher, que réfléchir, que méditer, qu'échanger avec les copains. Et on a besoin de créer, de construire ça. La construction de cela
devient aujourd'hui un enjeu majeur. Et une des choses qui me paraît le plus préoccupant et contre lequel je sais à la fois les chefs d'établissement et les collègues travaillent luttent inlassablement, c'est la désinstitutionnalisation. D'ailleurs, le fait, on rentre, on sort, en arrivant à la claque, on n'en a même pas son manteau, on pose le cartable, on se réveiller, et on écrit dessus avec un vague stylo. Enfin, les garçons. Bon. Mais on a des comportements qui, me semble-t-il, sont eux. Alors, je vais m'arrêter là-dessus parce que je pourrais être très détaillé, vous donner de nombreux exemples, mais je suppose que ces choses-là vous parlent assez bien et que donc on n'a pas besoin d'y insister. Ce que j'indique là est évidemment un élément nécessitant une refondation et nécessitant une refondation dans le rapport au savoir. C'est pas loin du tout de ce que je vais dire. Pourquoi le plaisir d'apprendre à la joie de penser, c'est pour l'introduire, Yannick. Mais il y a un troisième élément qui me semble important encore dans cette diapositive-là. C'est ce que un certain nombre de philosophes appellent la désidéalisation des hommes. Comment le formuler? Je pense que c'est Marcel Gauchet qui le formule le mieux quand il dit que traditionnellement, dans la société occidentale, les hommes, les humains, souffraient par le corps et qu'il y avait une rédemption qui leur était proposée par le travail intellectuel, par l'esprit, par l'intelligence. Et il dit la grande révolution anthropologique que nous vivons, c'est que c'est l'inverse. Aujourd'hui, on jouit par le corps est le lieu de toutes les jouissances et le travail intellectuel est le lieu de ce que l'élève moyen traduit en « pas la peine de se prendre la tête du moment que j'ai envie de prendre mon pied ». C'est dit comme ça, c'est rigolo. En réalité, c'est fondamentalement intériorisé par un certain nombre d'élèves. C'est-à-dire que le plaisir, il est localisé dans le corps, et même dans le corps primaire, comme disent les psychanalystes, dans le corps pulsionnel. Il n'est pas localisé là. Le plaisir, l'idée qu'il puisse y avoir du plaisir dans la tête, qu'il puisse y avoir du plaisir dans la pensée et dans l'apprentissage, est une idée que beaucoup de nos élèves n'envisagent même pas. Alors, ils ne l'envisagent pas pourquoi? D'abord parce que souvent, ils ont été en situation d'échec, pas de la faute de l'école, de la faute d'un ensemble de circonstances compliquées, d'une histoire accidentée, d'un tas de trucs. Mais quand on est en situation d'échec, quand on ne fait qu'échouer, on finit par revendiquer son propre échec parce que c'est la seule chose qu'on peut réussir. Et comme le dit très bien le pédopsychiatre Philippe Jamais, qui, me semble-t-il, à travers les gamins cabossés qu'il étudie, explique très bien un certain nombre de problèmes, il dit il y a des gamins qui sont tellement dans l'échec que pour exister, ils vont décider d'échouer pour prouver qu'au moins il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. C'est comme les gens qui se suicident pour se prouver qu'ils existent. Ou dit en d'autres termes, et c'est plutôt François Dubé qui dit les choses comme ça, il y a des gamins qui, à force de perdre au jeu, estiment qu'il vaut mieux ne pas jouer parce que c'est moins humiliant. Si vous perdez tout le temps, vous pouvez dire « je suis un nul ». Si vous ne jouez pas, vous pouvez toujours vous en tirer en disant « j'en ai rien ». Et c'est beaucoup moins humiliant pour un enfant de dire « l'école, j'en ai rien à foutre » que de travailler un peu, un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu, mais que ça donne pas de résultat. D'une certaine manière, dire « je n'ai rien à foutre », ça garantit une forme de narcissisme. C'est moi qui ai décidé d'échouer. J'ai pas fait d'efforts et je l'assume, moi j'en ai rien à foutre, je veux pas faire. Donc on a, chez un certain nombre de nos élèves, ce comportement, qui est un comportement enquisté profondément dans leur tête, qui est lié à la représentation qu'ils se font du travail intellectuel et des apprentissages scolaires. Ce sont des occasions de surprendre, ce sont des occasions d'échec. Ça n'est en aucun cas pour eux l'occasion de se réaliser et a fortiori d'éprouver le moindre plaisir. Alors vous me direz, mais s'ils ne le font pas par plaisir, ils pourraient le faire au moins par nécessité. Oui et non. Oui, parce que plus de chances de trouver un boulot quand on est à +3, on est à 4-3, du monde. Non, parce que un gamin de collège, il n'anticipe pas à ce niveau-là. Il est dans le présent. Et que c'est aussi des caractéristiques de la modernité que de laisser nos élèves camper dans le présent. Alors, compte tenu de tout ça, vous voyez que si j'ai déroulé tout ça, c'est pas par hasard. C'est bien pour en arriver à cette idée que le plaisir d'apprendre est un enjeu essentiel au cœur de toute réforme. C'est un enjeu essentiel. Si on ne modifie pas la représentation et la relation qu'une majorité, je dis pas la totalité, une majorité, allez même une partie de nos élèves a du travail scolaire, à savoir que ça n'est qu'un lieu de souffrance, de thé, et en aucun cas de plaisir de satisfaction à 18 ans, si on ne modifie pas ça, les réformes institutionnelles, organisationnelles, etc., ne
pourront pas avoir d'impact réel. Alors pourquoi? Eh bien, d'abord parce que la transmission dans une classe, et là je vais aller très vite, des choses que vous vivez au quotidien, s'effectue toujours dans le cadre d'une double dissymétrie. Alors c'est un peu jargonneux comme propos, mais à mon avis, c'est assez, ça va me paraître fait. Archimède, Verlaine ou la loi de Joule existent avant l'élève qui l'a. Mais le désir d'apprendre existe avant l'apprentissage. Donc il y a une antériorité des savoirs sur l'apprentissage, mais une intériorité du sujet aussi sur l'apprentissage. Il y a une double antériorité. Vous ne pouvez pas apprendre la loi de Joule à la place de quelqu'un. Il faut qu'il l'apprenne. Il n'y a que lui qui peut l'apprendre. Mais elle existe avant lui, mais dans lui, son désir de l'apprendre et le fait de se mobiliser pour ça, c'est évidemment premier par rapport à l'appropriation. Et évidemment, ça fait qu'il n'y a pas de mécanique possible dans la manipulation du désir. Il n'y a que des rencontres à organiser et organiser le moins mal possible. Alors pour les organiser, certains se disent mais c'est pas vraiment la peine puisque on a une espèce de conception un peu naïve comme quoi tous les enfants désireraient spontanément savoir. C'est vrai. Le psychanalyste nous dit tous les enfants désirent savoir l'hygiène, le mystère de leur naissance, etc. Moi, je beaucoup fait d'entretiens avec de très nombreux enfants sur savoir, apprentissage, etc. Et je n'ai déduit qu'ils désirent le plus souvent savoir, pas toujours, mais que ça ne voulait absolument pas dire qu'ils désiraient apprendre. Et que le plus souvent, ils désirent savoir sans apprendre. Parce que savoir, ça donne du pouvoir, et qu'apprendre, ça prend du temps. C'est compliqué, c'est long et ça demande des efforts. Et que qui plus est, cerise sur le gâteau, le progrès technique leur permet à chaque instant de savoir sans apprendre. Enfin, moi, il y a quelques années, j'étais débutant, j'étais un passionné de photographie. Pour faire une photographie nette, je devais calculer le rapport entre la profondeur de champ et le diaphragme. C'est-à-dire que je devais reprendre les lois de l'optique de Descartes, quasiment faire de la trigonométrie. Aujourd'hui, personne ne peut faire une photo nette, ne se réfère aux lois de l'optique de Descartes qui n'a plus le rapport entre la profondeur de champ et le diaphragme, parce que tout simplement, la machine le fait pour lui. Le progrès technique tout entier est fait pour nous permettre de ne pas avoir à apprendre. De tourner fait de voiture, vous ne savez pas du tout comment ça marche, ça n'intéresse pas. Vous n'avez pas les capots pour comprendre. Non, ça marche. Et le progrès technique, il est là, il nous dit, ben oui, vous pouvez arriver à savoir sans apprendre. Quand est-ce que l'informatique s'est développée auprès du grand public? Moi, quand j'ai commencé mon premier ordinateur, c'est moi, on tapait à MS-DOS. Quand est-ce que ça a marché? Quand on n'a plus faire d'informatique sans apprendre le langage informatique. Alors, on clique l'école, c'est rien de ce qui se passe. Et l'élève, il est souvent comme ça. Il veut savoir, mais il n'a pas entendu ou il n'a pas perçu que savoir, ça passe par apprendre. Et que nous, à l'école, on ne lui demande pas simplement de faire démarrer la voiture, on lui demande d'ouvrir le capot et de voir comment marche. Et ça, il ne l'a pas nécessairement compris. Et il est tenaillé par une forme d'utilitarisme. Parce que l'utilitarisme est devenu quasiment consubstantiel. À quoi ça sert? À quoi ça sert de comprendre, puisque de toute façon, on peut le faire marcher sans comprendre. Et on voit bien qu'il y a là tout un enjeu essentiel pour accéder à ce plaisir. Pourquoi il faut se centrer sur le désir d'apprendre aussi? Parce qu'il faut inverser le lieu commun qu'on entend très souvent, selon lequel un enfant ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé. Moi, j'entends ça à longueur de journée, il ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé. D'abord, dans l'immense majorité des cas, on pourrait postuler, c'est l'inverse. Il n'est pas motivé parce qu'il n'a jamais réussi. Il n'y a rien qui démotive plus que l'échec. Et puis surtout parce que quand même, la motivation, c'est pas un préalable à l'école, c'est un objectif de l'école. Si on transforme en permanence nos objectifs en préalables et qu'on met au-dessus de la porte de nos écoles, nul n'entre ici s'il n'est déjà motivé, attentif, capable de faire ses devoirs de manière autonome, etc., etc., vous allez en laisser entrer quelques-uns. Mais pour l'essentiel, ceux qui n'ont pas besoin de... Et je pense qu'une des difficultés majeures de nos institutions, c'est que quand elles ont un problème, elles transforment l'objectif en faire. Il ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé. On se débarrasse du problème. Alors que la motivation, c'est pas un préalable, c'est un objectif. C'est nous à la construire, c'est nous à la travailler. Alors, comment la travailler? Moi d'ailleurs, je n'utilise quasiment plus le mot motivation, parce que je trouve qu'il est source de malentendus. Il laisse entendre, ce mot motivation, que le désir se trouve avant l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut être motivé pour Pythagore pour accéder à Pythagore. Ça laisse entendre que la motivation, ça précède. Alors que ma conviction, c'est que
c'est la manière d'enseigner Pythagore qui peut motiver pour Pythagore. Et qu'on peut mobiliser les élèves sur Pythagore, alors que spontanément, puisqu'ils l'ont rarement rencontré, ils ne sont pas motivés par Pythagore. Et je crois qu'il y a là un vrai enjeu. Cet enjeu, les pédagogues l'ont fait explorer depuis longtemps, de Rousseau à Freinet et à bien d'autres. Ils ont exploré tous les moyens pour savoir comment faire, c'est Freinet qui envoie cette phrase, comment faire boire un cheval qui n'a pas soif. Alors évidemment, cette formule, aussi séduisante soit-elle, fait l'impasse sur la différence fondamentale entre les élèves et les chevaux. Parce que quand un cheval n'a pas soif, il suffit de le priver de boire pendant un certain temps, surtout s'il fait chaud, il finira toujours par avoir. Il y a un élève que vous privez de mathématiques. En plus, s'il fait chaud, il ne va pas venir vous réclamer tout seul le théorème de Pythagore. Donc, quand il s'agit de faire boire les chevaux, on peut se dire « attendons, ils finiront toujours par avoir soif ». Mais quand il s'agit de motiver, ou mieux de mobiliser les élèves pour le savoir, c'est bien notre travail. Et c'est là que les pédagogues explorent ce que Rousseau avait déjà envisagé, il avait appelé la rue. La rue. Dans les milles de Rousseau, le précepteur, il passe son temps à ruser. Mais vous, il y a quelques exemples particulièrement croustillants. L'élève, on veut faire courir, puis qui ne veut pas courir. Alors, qu'est-ce que fait le précepteur? Parce qu'il est apathique, il est quelque fait précepteur. Il rencontre des gamins qui courent et il leur donne des gâteaux. Et à son disciple, son élève, qui ne court pas, il n'en donne pas. L'élève aime beaucoup les gâteaux. Donc un jour, l'élève, évidemment, dit « moi aussi, je veux des gâteaux », donc il se met à courir. C'est un peu primaire comme on dit. Il y en a d'autres. Il y a la fameuse histoire de la leçon d'astronomie. Le précepteur veut expliquer à l'élève les points cardinaux. L'élève, il s'en moque. Les points cardinaux, ça l'intéresse pas. Qu'un intérêt absolument. Donc, que fait le précepteur? Il va perdre l'élève un matin dans la forêt, puis quand ils sont perdus et que l'élève a bien faim, il lui dit qu'il ne sait pas son chemin. Et à ce moment-là, évidemment, l'élève reprend goût aux points cardinaux. L'élève dit même « allons déjeuner, allons dîner, courons vite, l'astronomie est donc bonne appel ». C'est la ruse que Rousseau développe. Alors, cette ruse-là, la pédagogie l'a déclinée sous des formes infiniment multiples. Comment mobiliser un élève sur des savoirs qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas nécessairement envie d'apprendre. Nous en arrivons à la troisième partie. Accéder à la joie de penser et au plaisir de comprendre, oui, mais comment? Alors, on va liquider tout de suite la posture attentiste, celle qui consiste à dire on attend, ça finira bien par arriver. Il y a pourtant un personnage célèbre de l'histoire de la pédagogie qui a fonctionné comme ça, mais aucun d'entre vous n'est assez vieux pour s'en souvenir, mais c'était dans les années 60, et c'est Neil, le gars de Libres Enfants de Summerhill. Vous n'avez plus entendu parler de ça. Alors, Summerhill, il y a des gens qui, à 14 ans, ne savent pas lire. Parce que le principe de Neil, c'est de dire on ne force personne. On ne force personne. Quand ils veulent apprendre à lire, ils apprennent. Et ils apprennent vite et bien. Ils rattrapent. Donc, ils ne forcent personne. Ça marche, mais ça marche à Summerhill. Et avec Neil. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a décrypté le système, c'est Bruno Pétalan, qui est un autre psychanalyste célèbre, qui a visité Summerhill et qui a passé de longs mois et qui dit il n'y a pas de pédagogie à Summerhill. Elle est très mauvaise, la pédagogie de Summerhill. Quasiment pas, ou elle est mauvaise. Mais pourtant, ça marche. Ça marche pas à cause de la pédagogie. Ça marche parce qu'il y a un type qui s'appelle Neil, qui a un charisme absolument extraordinaire et pour lequel les élèves finissent toujours par faire ce qu'il faut pour lui faire plaisir. Et donc, on est dans une pédagogie où, en réalité, l'éducateur récupère en séduction ce qu'il abandonne en contrainte. Et il récupère en séduction d'une manière parfois encore plus violente que la contrainte dont on peut se défaire peut-être plus facilement. Donc, je ne crois pas que la posture attentiste soit une posture acceptable. Alors, la posture que beaucoup de pédagogues ont explorée pour donner goût au savoir, c'est la posture utilitariste. Alors, c'est ce que les pédagogues de l'éducation nouvelle ont développé majoritairement. Ça consiste au fond à dire tu vas apprendre la soustraction parce que quand tu iras chercher ton train, tu pourras vérifier qu'on ne te vole pas quand on te rend la main. D'ailleurs, ça consiste à finaliser les activités scolaires à travers les activités sociales qu'on pense utiles pour les élèves. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce que
on peut le faire pour traction, on peut le faire pour un type de choses, mais dès qu'on monte un peu dans les niveaux taxonomiques, l'utilisation immédiate à l'extérieur de l'école, c'est pas toujours visible. Bon, je sais pas si on enseigne encore en géographie la distinction entre les vallées glaciaires et les vallées fluviales. Bon, dans d'autres trucs, c'est très bien. Moi, ça me passionne, mais pour expliquer au gars que ça va lui être utile dans son quotidien, c'est pas évident. En revanche, il y a des choses qui lui seraient bien utiles dans son quotidien, mais qu'on n'a pas tellement envie de lui enseigner. Par ailleurs, on pourrait, par exemple, l'aider à développer un certain nombre de trafics ou faire pas, mais pas à lui enseigner ce qui lui est utile pour ça. Donc l'utilitarisme scolaire, on peut l'utiliser, bien évidemment. On peut dire ça va vous servir. Regardez, ça va vous servir. Dans l'enseignement professionnel, c'est évident. Mais dans l'enseignement général et au collège, arriver à ce que tout ce qu'on dit aux élèves, on puisse dire ça va vous servir dans votre quotidien, c'est un peu compliqué. Et ça nous met une espèce de pression et de contrainte qu'on n'arrive pas toujours à gérer. Et en plus, ça laisse entendre que au fond, les savoirs et la culture n'ont qu'un seul objectif, qui est un objectif empirique et utilitaire, de résoudre les problèmes quotidiens. Alors que c'est vrai pour une part, mais ça n'est pas que. C'est la raison pour laquelle, dans la mouvance aussi de l'éducation nouvelle, ce qui a beaucoup émergé, c'est l'idée de pédagogie de projet. Alors, une idée que vous connaissez, qui est l'idée familière, est évidemment l'idée importante, c'est l'idée de mobiliser les élèves autour d'une activité collective. J'ai moi-même été séduit, puis critique, puis nuancé sur la pédagogie de projet. Alors, séduit pourquoi? Parce que, bien évidemment, monter un projet dans lequel les élèves se retrouvent, se reconnaissent, se démobilisent, ça a un aspect très dynamique, très dynamogène, et ça va souvent permettre de rencontrer des savoirs scolaires qu'ils n'auraient pas pu rencontrer sans ce projet. Sceptique ensuite pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette rencontre avec des savoirs scolaires n'est pas si évidente. J'ai monté un projet, je sais pas, on va faire la maquette des villes romaines ensemble en utilisant, avec le prof de maths, le prof de techno et le prof d'histoire. C'est un très beau projet. Le prof d'histoire va pouvoir apporter historique, le prof de maths, calcul des échelles, etc. Prof de techno, comment faire avec le Pazza. C'est un très beau projet. J'ai fait ce type de projet. Je pense que vous en faites souvent et régulièrement. Mais c'est pas si facile que ça de juxtaposer un enseignement linéaire, progressif, avec ce dont on a vraiment besoin pour le projet. C'est parfois un peu acrobatique, parfois un peu. C'est pas impossible. C'est parfois un peu acrobatique. Deuxièmement, et c'est là où mes observations m'ont ébranlé, c'est que dans beaucoup de projets, très vite, il y a une répartition qui se fait quasiment spontanément des élèves en concepteurs, exécutants, chômeurs et perturbateurs. Très bien. Si on ne régule pas, il y a quelques bons élèves qui conçoivent, toujours les mêmes, quelques élèves appliqués qui exécutent, quelques élèves qui chôment parce qu'ils ne savent rien faire et qu'il vaut mieux qu'ils ne fassent rien, et d'autres qui perturbent et qui empêchent le groupe de fonctionner. Vous mettez 5 élèves en leur disant faites un panneau sur un insecte, un pays d'Afrique, je ne sais pas, n'importe quoi. Il y a un élève qui a des images chez lui, il les apporte, ça arrive, qui sait à peu près écrit, qui sait dessiner like qui dessine. Il y en a deux là. Il y en a un qui n'a pas d'image, qui ne sait pas dessiner, qui ne sait pas écrire. Alors on lui dit surtout ne fais rien parce que si tu fais quelque chose, le panneau sera raté. Et d'ailleurs, on va te payer en gratification dans le produit pour compenser ta frustration dans la fabrication. Donc tu ne fais rien. Et c'est grâce au fait que tu n'as rien fait que ça réussit. Et puis toi, qui es le perturbateur de service, on va te dénoncer, voilà. Ou alors tu vas nous empêcher de travailler. Et c'est assez difficile de résister à ça. Surtout si en plus derrière vous évaluez le truc. Parce qu'il faudrait que les élèves soient quand même assez masochistes. Si le panneau est évalué pour faire dessiner le gars qui ne sait pas dessiner. Alors qu'à l'école quand même, c'est lui qu'on doit faire dessiner. Donc je me suis posé un certain nombre de questions de ce type sur la pédagogie de projet. Et j'ai été à un moment, en particulier dans mes travaux de recherche au moment de ma thèse d'État, assez sceptique sur ce fonctionnement. Et puis, nous avons travaillé, les collègues ont travaillé, puis j'ai vu fonctionner des projets qui échappaient à cette dérive-là, et qui y échappaient bien, et qui étaient capables de donner à chacun une responsabilité et de faire tourner les responsabilités pour que tout le monde progresse dans la réalisation du projet. Et l'enjeu, il y a là. Il est que tout le monde progresse et pas simplement se perfectionne un peu dans ce qu'il sait déjà faire. Ce qui veut dire que dans
la pédagogie de projet, j'attache une grande importance à la rotation des tâches. C'est-à-dire que tout le monde passe par toutes les tâches. J'attache une grande importance à la distribution des responsabilités. Je pense que la responsabilité, c'est important parce que c'est à travers la responsabilité qu'on fait l'apprentissage de l'autorité légitime. Un gamin de 3 ans peut avoir autorité sur le bocal à poisson. Si je lui ai donné la responsabilité du bocal à poisson rouge, il a autorité pour dire à ses camarades « arrêtez de mettre des saletés dans le bocal à poisson ». Son autorité est liée à sa responsabilité. L'autorité s'exerce en tant que j'ai autorité sur le bocal à poisson rouge, en tant que je suis responsable du bocal à poisson rouge. Ça, c'est la vraie autorité. C'est pas l'autorité du caïd, c'est pas l'autorité charismatique, c'est pas l'autorité d'un prêtre quelconque, c'est l'autorité de la responsabilité. Et la pédagogie du projet me paraît extrêmement importante quand elle permet de faire l'expérience de la responsabilité et du fait que la responsabilité donne des droits et des devoirs et des droits. On dit souvent aux élèves que exigent toujours tes droits et pas tes devoirs. Et les droits, c'est vrai qu'il en exige, mais c'est beaucoup plus efficace de lui parler de ses droits et ses devoirs quand c'est lié à une responsabilité qu'il a et quand cette responsabilité lui donne des droits. Et je pense que la pédagogie de projet, à cet égard, peut être très mobile. Alors, bien sûr, c'est compliqué parce qu'il faudra, dans le cadre, ça aboutit de la réforme du collège qui propose des enseignements pratiques interdisciplinaires qui fonctionneront à 2 ou 3 disciplines, il faudra trouver des projets fédérateurs. Vous en trouvez déjà, vous savez, cette fois-ci dans le cadre qui vous sera proposé. Je ne sais pas ce qui va en devenir, tout ça est une négociation, il n'y a pas d'éléments d'information particuliers. Mais c'est pas la révolution, hein. On a ceux qui sont assez vieux, on fait des idées, etc., etc. On connaît un peu ça. Donc, derrière le sigle, derrière les trucs d'emploi du temps et tout ça, il y a quelle activité on choisit. Moi, je crois qu'il y a des activités mobilisatrices qui mettent en relation les disciplines d'une manière intelligente. Qu'on peut faire la maquette d'une ville Ronet avec un prof de maths, un prof de techno et un prof d'histoire. Qu'on peut monter une lunette astronomique avec un prof de français qui travaille sur Jules Verne, avec un prof de physique et avec un prof de techno. Qu'on peut faire des tas de choses de ce type-là et que ces projets peuvent être des vrais outils de mobilisation des élèves, mais à condition d'être attentifs et qu'ils ne soient pas juxtaposés aux enseignements, mais bien articulés, tout à fait essentiel. C'est-à-dire, on ne fait pas d'un côté les enseignements et de l'autre côté le projet. On articule. Il faut que dans les enseignements, on identifie ce qui va servir au projet et que dans le projet, on repère ce qu'on va aller devoir chercher dans les enseignements. Ça, hein. Dans les enseignements, on articule ce qui va servir au projet. Dans le projet, on repère ce qu'on va chercher. Alors, c'est un bon outil. Évidemment, il y a des outils plus techniques, plus fins. La pédagogie de projet reste encore un outil un peu comme la notion de situation problème. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont pas mal travaillé sur la construction de la notion de situation problème. Je crois que c'est une notion efficace. Je crois que c'est un outil efficace. C'est un outil qui part de l'idée qu'on met l'élève en face du l'énigme et qu'on joue sur la puissance attractive de l'énigme, sur cette puissance attractive. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration traditionnelle de la situation problème, vous la connaissez. La situation problème, c'est une situation dans laquelle il y a un obstacle. Cet obstacle, l'élève ne peut pas le franchir sans effectuer un certain nombre d'apprentissages pour lequel on fournit des ressources et des contrats. Juste un exemple, parce que en tant que prof de français, j'ai beaucoup utilisé les situations problèmes pour des choses très simples en collège. Vous savez, dans des collèges difficiles aussi, des élèves qui avaient très peu de vocabulaire. Un des problèmes des élèves, c'est la pauvreté du langage, qui est vraiment problématique pour un certain nombre. Alors avec des élèves qui ont très peu de vocabulaire, on peut toujours leur dire, rédiger un roman, ça va bien. Le problème, c'est que quand on leur laisse faire des choses comme ça, quand ils n'ont pas de vocabulaire, ça tourne vite à vide. Hein, puis quand ils ne savent pas dire quelque chose, ils ne le disent pas. Donc, mon problème, c'était comment on va faire apprendre du vocabulaire. Alors, pour être lisez. Je leur lisais moi-même des textes en classe. Il faut lire des textes, raconter des histoires aux élèves. Faut. Je ne dirai jamais assez pour le faire. Il faut faire aimer le texte et la littérature. Puis un jour que je suis tombé, j'étais jeune prof, sur la publication d'un ouvrage d'un membre du groupe Louis Paul, l'ouvrage de la littérature potentielle. Cet ouvrage, c'est un ouvrage de Georges Perec, qui s'appelle La Disparie. C'est peut-être un ouvrage de plus de 300 pages qui est écrit par Georges Perec sans la lettre E. Donc c'est compliqué, 300 pages sans la lettre E. D'autant plus qu'il parle même de Baudelaire, qu'il doit l'appeler un fils adoptif du commandant Pi. Il n'a pas à avoir à utiliser la lettre E, mais
C'est assez. Et l'exercice auquel s'était livré Georges Perec, d'une manière absolument magistrale dans ce livre, s'appelle un lipogramme. C'est l'interdiction du. Et alors, j'ai mis en place une situation problème que j'utilise toujours aujourd'hui avec mes étudiants à l'université. À la retraite de 3 mois. J'utilisais encore avec les étudiants à l'université il y a 3 mois. Avec mes élèves de 6e, je leur mettais face d'eux une photo, un tableau, une image, peu importe. Et je donnais à chaque élève une lettre interdite. Donc, toi qui as interdiction de A, P, O. Et tu dois décrire ce que tu vois. Alors, évidemment, difficulté majeure, il y a une maison, ils n'ont pas le droit d'aller. Ah, vraiment. Alors, je leur dis maintenant, je vous mets un certain nombre d'outils à disposition. Vous en faites ce que vous voulez. Ça s'appelle dictionnaire des synonymes. Ça s'appelle dictionnaire, de petits trucs. Vous pouvez aller chercher là-dedans. Et ils vont chercher, finissent par chercher. La situation problème, ça consiste à créer un obstacle. Je crée l'obstacle. L'obstacle, c'est l'interdiction de la lettre. Cet obstacle, il n'a pas pour objectif de les mettre en échec, il a pour objectif de les faire chercher quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils vont aller voir que demeure, ça veut dire maison, mais on va discuter pour savoir si cette maison, on peut l'appeler une demeure. Si c'est plutôt une cabane. Si c'est une cabane, qu'on n'a pas le droit à la lettre A, on est mal barré. Mais on va en discuter. Et à partir de là, on va enrichir le travail et le vocabulaire. C'est pas plus compliqué que ça, une situation de problème. C'est une tâche avec une contrainte qui empêche de faire quelque chose, sauf si on apprend quelque chose pour le faire. C'est le fait d'apprendre qui permet de le faire. Alors, je pourrais vous donner des exemples, mais je m'arrête là parce que, évidemment, tout cela est trop long. L'approche que j'appelle anthropologique, je l'ai étudiée pour ma part essentiellement dans l'apprentissage de l'écriture et de l'entrée dans les. Alors, je vous le disais tout à l'heure, un de mes problèmes majeurs, c'est la difficulté pour beaucoup d'élèves d'entrer dans les. C'est vraiment un problème énorme pour ça. Parce que l'écrit, c'est typiquement l'épreuve et l'échec. Et c'est connoté dans leur tête à l'épreuve. Donc, leur demander d'écrire, c'est comme les torturer. D'ailleurs, ils n'ont pas parfois ce mot eux-mêmes dans les entretiens que j'ai fait. Comme l'écriture, c'est une forme de mise à la torture. Un petit chiffre. Alors moi, j'ai travaillé avec des enseignants du premier degré en particulier sur l'entrée dans les. Et on s'est penché avec eux, avec quelqu'un qui a fait une thèse avec moi, Luc Baptiste, qui a beaucoup travaillé sur Londres dans le premier degré. On s'est penché sur les origines de l'écrit. Et il est allé rechercher les travaux de Jack Moody et d'autres qui montrent que les premiers écrits des hommes n'étaient pas des écrits de type littéraire, c'était des listes de courses, des listes de choses à faire, c'était des registres de comptes. Et effectivement, une des premières fonctions anthropologiques de l'écrit dans l'histoire des hommes, c'est de libérer de l'espace dans la mente. Si, pendant que vous parlez, il y a des questions qui vous viennent, vous pouvez vous dire, je vais me répéter la question jusqu'à la fin de l'écrit. À ce moment-là, vous n'avez plus d'énergie et plus d'un pan cognitif pour écouter la suite. Vous pouvez l'écrire et comme ça, vous la retrouvez. Si quand vous allez faire vos cours, vous faites une liste et que vous la prenez par cœur et que vous la récitez pendant tout le trajet, vous n'avez plus d'un pan cognitif pour trouver le magasin. Donc, le fait de l'écrire, ça vous libère de l'impôt cognitif. Et on s'est dit, mais si les hommes ont commencé à écrire comme ça, on va travailler aussi un peu comme ça avec les élèves. Et on a commencé à leur dire, on va apprendre par cœur une liste de tâches, de choses à faire, etc. Et tout d'un coup, il dit, monsieur, vous ne pourrez pas écrire parce que là, si vous voulez. C'est intéressant parfois de revenir aux fondamentaux. Et puis, l'écrit, c'est pas seulement ça. L'écrit, c'est la possibilité de corriger, de surseoir, c'est la possibilité d'envoyer quelque chose à quelqu'un que l'on a élaboré. Et moi, j'ai toujours fait avec mes élèves les concours de lettres d'insulte, de lettres d'amour, parce que je suis toujours resté avec cette phrase que j'ai citée, je crois, dans un de mes ouvrages, d'un de mes premiers élèves de 6e, qui est dans la Bretagne, pas loin d'ici, mais pas dans une zone très favorisée, à qui je dis un jour, et quand même, pendant toute l'école primaire, écrit. Ah, j'ai écrit. Et je dis, mais alors, comment ça cette année-là? Il me dit, c'est parce qu'on m'a toujours corrigé, on m'a jamais répondu. Je pense que c'est une bonne réflexion. On m'a toujours corrigé, on m'a jamais répondu. C'est-à-dire qu'en réalité, cet écrit n'a pas servi à permettre une communication. C'est un parcours du combattant pour vérifier qu'il sait franchir les obstacles. C'est la correction. Mais on ne lui répond pas sur le fond. L'écrit n'a pas cette. Et si on veut, je dis pas qu'il n'y a que cette solution. Si on veut favoriser l'entrée dans l'écrit, je pense qu'on peut aller vers un écrit beaucoup plus porteur d'échanges et d'échanges authentiques que des écrits académiques. On a souvent intérêt à comprendre l'origine anthropologique des savoirs parce que
Ça permet de comprendre comment les élèves, non pas vont refaire toute l'histoire du monde, pas le temps, on est là pour leur faire des économies d'histoire, mais où on peut s'accrocher pour leur permettre d'entrer dans quelque chose. Je crois que l'écrit est devenu un problème majeur pour beaucoup d'élèves, un obstacle majeur. Je pense qu'en primaire, globalement, seul l'objectif, c'est l'écrit. C'est le français. Même les mathématiques, c'est du français en primaire, globalement. C'est la compréhension des mots qui comptent. Après, si, il y a des catégories logiques, mais bon, globalement. Et puis, après, au collège, l'écrit, c'est l'écrit, ça devient extrêmement discriminant, vous savez tout. Et donc, je crois que la réconciliation avec l'écrit est quelque chose de fondamental. Moi, j'ai toujours, par exemple, écrit à mes élèves des lettres, vraiment des lettres. C'est avant les mails. Je leur envoyais les lettres chez eux. Par exemple, j'avais pris comme principe de ne jamais sermonner un élève de son comportement devant ses collègues. Si j'avais quelque chose à lui dire, je le lui écris. Il n'en répondait pas, il très peu de répondre, mais je lui écrivais. Ça marche. Il ne reçoit pas beaucoup, on ne reçoit pas beaucoup. Et je me souviens, le plus vieux d'entre vous, je peux me permettre de t'attiser un peu, je me souviens un des souvenirs les plus émouvants de ma histoire de prof. Après quelques années d'enseignement à l'université, j'avais repris classe de BEP en lycée professionnel, BEP Orsu à Vénissieux, opérateur régleur de système d'INAC, dans un lycée de Vénissieux vraiment très, très... Et j'avais des gaillards particulièrement problématiques. Des gaillards, parce que je crois qu'il y avait... presque jeune. Et je leur écrivais, quand vraiment, je leur écrivais des lettres chez eux. Et un jour, il y a 7-8 ans, un peu moins de 26 ans, je me trouve, ça il y a 20 ans, je me trouve sur le quai de la gare d'Epinal un soir, 11h du soir, je vois arriver un gars qui me dit « Oui, on avait fait braver. » Et puis, je vous en ai encore plus fait baver. Hein. Alors, je lui dis, ah ben, ça sûrement, etc. Et il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais attends, je suis adjoint chef de gare, c'est moi qui j'ai dû vous faire voir quelque chose. Et très émouvant, il m'a sorti de son portefeuille une lettre que je lui avais écrite. Il a regardé. On ne sait pas ce qui marque. Je ne sais pas. Il y a des choses qui vous ont marqué dans votre histoire que la personne qui vous l'a dit, ça n'est pas souvenu le lendemain. Et même 5 minutes après, ça vous a marqué. Et je pense qu'il faut être attentif à ces gestes et à ces petites choses-là, parce que très souvent, ça peut être le petit déclic. Mais à notre insu, on sait probablement 9 fois sur 10 pas que ça va marcher. On ne sait même pas si ça marche. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter. Dernier élément, dans cette liste sur le désir d'apprendre et la joie de comprendre, la rencontre des œuvres de culture. Je l'ai gardé en dernier parce que c'est évidemment un point qui me tient considérablement à cœur. Je suis convaincu que même avec des élèves, et a fortiori avec des élèves en grande difficulté, il ne faut pas faire l'impasse sur les grandes œuvres. Je vous parlais de mes élèves de BEP hors sud du lycée Marcel Samba à Vénissieux. Ils étaient en BEP, ils avaient 17 ans. Ils ne savaient toujours pas distinguer A accent et A sans accent. Et je ne vous dis pas pour le E accent aigu ER pour la terminaison. Distinguer la terminaison E accent aigu ER est à la portée de n'importe quel cerveau qui est capable de mettre un pas devant l'autre. Et ces mêmes élèves font des opérations cognitives avec... en démontant leur vélomoteur, en utilisant aujourd'hui leur portable, 10 000 fois plus compliqué, mais 10 000 fois plus compliqué que distinguer la terminaison et accent aigu ER. Hein. Allez-y sur World of Warcraft et puis jouez, vous verrez. Hein. C'est quand même autrement plus compliqué que le A sans accent. Hein. Et ça leur pose pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème de fonctionnement. Là. C'est pas des trucs qui seraient grippés, quoi. S'ils distinguent pas, c'est que c'est pas important, ils s'en foutent, ça les intéresse pas et que la langue, pour eux, ça n'a pas d'importance. Et donc, je me suis demandé, est-ce que je vais leur faire la 117e explication sur A accent et A sans accent et le 284e exercice sur la question? Bien sûr que je l'ai fait. Il ne faut jamais se décourager. Et ça marche pas très bien. Et avec ces élèves de BEP, alors il n'y a plus de BEP aujourd'hui, plus pas trop. Avec ces élèves de BEP, je me suis dit, on va mettre là-bas. Et je leur ai photocopié les 25 premières pages de la Théogonie d'Hésiode. Théogonie d'Hésiode, je ne peux rien vous dire. D'abord, c'est sale. Sale, parce que mascule, tout le monde. Bon, et puis, mais la grande surprise, quand c'est le premier texte de la mythologie grecque, que dont la mythologie grecque a sorti. Donc c'est
Chronos, au nom de ses enfants, etc. Mais à ma grande surprise, ils se sont passionnés pour ça, vraiment passionnés. J'avais des gaillards qui étaient très machos, vraiment machos. Et donc un jour, je leur raconte, que tu as raconté bon, des heures, je vais leur raconter l'histoire d'Hercule. Héraclès, ouais, monsieur Hercule. Alors, ouais, alors Hercule, vous savez, c'est une affaire de violence scolaire, Hercule. Il commence quand même mal, le gars. Il tue son prof de musique avec un tabouret. Le prof de musique, il reste complètement sur le carreau. Là, ça commence à... Oh, ouais. Oh, mais alors quand même, les parents vont pas le laisser faire comme ça. Donc, on l'exile dans la forêt. Et partir dans la forêt, et là, dans la forêt, il rencontre qui? Le lion de Némée. Tue le lion de Némée. Et il revêt la peau du lion de Némée, qui va le rendre invincible, lui donner la toute-puissance. Et à partir de là, il fait les travaux d'Hercule. Donc, il déploie les Iliades, il y a qu'à la Grandule, etc. Vous imaginez les réactions des élèves, à Mucosette. Mais Hercule, quand même, c'est quelqu'un, quoi. C'est le mec. Et puis, il arrive ce qui arrive parfois à des mecs qui rencontrent une femme. Une femme superbe, elle s'appelle Omphale. Cette femme va poser un certain nombre d'exigences, très exigeantes. Elle lui demande d'abord d'enlever la peau du cul, elle lui demande de s'habiller en femme. Elle lui demande de se mettre à genoux et de se mettre à filer la laine et à tripoter. Imaginez la réaction des élèves. Ouais, tu me pédais. Il n'y a pas d'homophobie dans ce que je dis. Hein. Entre guillemets, j'enlève ça évidemment de la vidéo. Mais j'ai pas tellement besoin d'en dire plus à eux, parce qu'ils ont bien compris de qui je parle. Ils ont compris que je parlais d'eux. J'ai juste à faire quelques allusions, mais sans insister. Ils ont compris que le gars qui se met dans sa carapace virile, il faut rejurer, cracher, crier, engueuler, taper. Il faut qu'un jour, s'il veut rencontrer quelqu'un, il abandonne cette carapace virile, qu'il accepte une forme de fragilité, qu'il accepte même qu'il soit porteur d'une forme de féminité, que ça travaille dans la tête. C'est-à-dire que je vais leur fournir quelque chose comme, allez, employons le mot, du symbolique, qui va leur permettre de mettre un tout petit peu d'ordre dans leur chaos interne, dans leur chaos psychique. Ce symbolique, ça leur permet, voilà, ça donne un tout petit peu de sens à ceux qui vivent. Ça les interroge un tout petit peu. Puis ce que j'ai fait là, après on a travaillé sur des textes de Maupassant, sur d'autres textes, et chaque fois je sentais, on a travaillé sur une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Un fils, qui a provoqué chez la plupart d'entre eux quasiment des crises d'angoisse terribles. J'ai découvert que leur rapport à la paternité n'était pas simple. Mais ces crises d'angoisse, j'ai essayé de les faire travailler pour que ça aboutisse à de l'écrit, ça aboutisse à de la réflexion, ça aboutisse à quelque chose, que même si ils avaient des cris à pousser, qu'ils les poussent. Parce que s'ils sont en révolte ou en manque par rapport à une image paternelle défaillante, il faut aussi qu'il y ait une manière symbolique de l'assumer. Alors on me dirait, c'est vrai pour les grands, c'est pas vrai pour les petits. Si, c'est vrai pour les petits à l'école primaire, encore plus et encore mieux. Pourquoi? Pour raconter le petit poussé, c'est parce qu'évidemment, tous les gamins ont peur d'être abandonnés par leurs parents. Que si j'ai dit à la petite Sarah, à 4 ans, quand t'attends que ta maman vienne te chercher, tu vas te chercher ce soir. Évidemment, c'est plutôt du sadisme. Mais si vous lui racontez le petit poussé, la petite Sarah, elle va se dire que ce qu'elle ressent, d'autres l'ont ressenti, que c'est nommable, que c'est même manipulable psychiquement, et elle va se sentir concernée sans être violée dans son intimité. Se sentir concernée sans être violée dans son intimité. Ça, je pense que c'est fondamental. Et puis, je vais lui parler de l'ogre dans le petit poussé prologue. L'ogre, évidemment, un truc qui concerne tout le monde, toutes les cultures d'ailleurs, quasiment sans exception. C'est pas rien, c'est pas pour rien non plus. Parce que notre problème majeur entre nous, comment on peut aimer quelqu'un sans le manger? Comment on peut être aimé quelqu'un sans être mangé par lui? Je pense que personne n'a résolu ce problème, parmi vous. Si vous l'avez résolu d'ailleurs, ne communiquez surtout pas la solution parce que ça abolirait d'un traitement le cinéma, la littérature, la poésie, qui ne pose que ce problème-là, comment concilier l'amour et la liberté. Donc l'ogre, c'est celui qui aime tellement qu'il manque, et que l'autre n'a plus de liberté. Alors je peux le dire à la petite Sarah, t'as pas peur que ta maman te serre fort, et puis alors elle t'étouffe, pas physiquement, mais psychologiquement, tu vois. Elle pourrait t'étouffer, elle pourrait t'empêcher de grandir, elle pourrait te prendre, elle pourrait pas exister en dehors d'elle, tu vois. Tu vois, il y a des mamans qui font ça, tu vois, et fais attention que ta maman fasse pas ça, parce que tu peux faire ça. Hein.
Ça s'appelle faire de la psychanalyse en classe. C'est-à-dire un peu comme faire une opération à cœur ouvert dans un grenier poussiéreux. C'est-à-dire prendre tous les risques sans avoir aucune chance de réussir. C'était Fernand Ouriki. Mais si je lui raconte l'histoire de l'ogre, ça va faire son chemin. Je lui offre un bien culturel. Et cette offre-là, pas tout de suite, pas d'une manière explicite, ça va l'aider à se structurer psychiquement. Alors avec les ados, évidemment, c'est très important. D'ailleurs, les ados, ils cherchent ça. Hein. Regardez ce qu'ils lisent, les mangas. C'est anthropologiquement très clair. Et à cause de quoi univers post-apocalyptique, problèmes de pouvoir, problèmes de sexualité, ça veut tous les, de l'amour, de la mort, etc. Hein. Problème des entrailles, bouteilles de Mobius, etc., etc. Les mangas, c'est d'une portée anthropologique terrible. Les ados, ils sont en demande formidable de ce qui les nourrit symboliquement. Alors évidemment, ils vont pas vous le dire. Et évidemment, si vous leur fournissez, ils vont pas vous faire le cadeau de vous dire, Madame, Monsieur, c'est la première fois qu'on me propose un texte qui me touche aussi profondément. Et ma gratitude vous accompagnera éternellement parce que cela me permet de prendre conscience en moi-même, etc., etc. L'ado vous dit pas ça, il vous dit, j'en ai rien à foutre de ton truc. Et si vous attendez qu'il vous dise autre chose, cassez la gueule, bien évidemment. Vous savez, moi aussi. Et c'est pas parce qu'il lui dit j'en ai rien à foutre qu'il en a rien à foutre. Le fait qu'il vous dise j'en ai rien à faire, c'est par quoi même l'indice qu'on est en train de toucher quelque chose. Et donc, je crois que cette rencontre avec les œuvres de culture est importante. Et pas seulement les œuvres littéraires. Je pense les œuvres scientifiques. La rencontre avec les personnages de l'histoire scientifique. La rencontre avec Archimède dont on parlait, avec Pythagore, mais la rencontre avec Newton, avec Galilée, la rencontre avec avec Mercator, avec ceux qui ont fait les premières cartes géographiques, comprennent qu'est-ce que c'était le monde avant qu'il y ait des cartes et comment on faisait pour se repérer, etc. La rencontre avec ce qui fait vibrer la culture de l'intérieur, je crois que cela peut aider considérablement nos jeunes. C'est ce que j'appelle, d'une manière peut-être un peu immodeste, la pédagogie du chef-d'œuvre. Faire rencontrer à nos élèves des chefs-d'œuvre élaborés par les humains tout au long de leur histoire et qui nous ouvrent à l'intelligence de d'être des choses. Vous savez, c'est un chef-d'œuvre, ça peut être un chef-d'œuvre mathématique, un chef-d'œuvre philosophique, un chef-d'œuvre littéraire. C'est ce qui nous fait dire oui, je comprends. Là, vous savez, il y avait quand j'étais petit, quand on s'en souvient, là, bon Dieu, mais c'est bien sûr, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la facteur Boile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la fin de l'enquête, il trouvait la solution et on voyait ses yeux pétiller dans son visage peint là, et nous on comprenait qu'est-ce qui se passait. Ça veut dire qu'une multitude d'indices, tout à coup, faisait un récit qui était compréhensible. Et nos jeunes, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de comprendre, parce que ça, c'est la joie de comprendre. Et si nous ne leur faisons pas comprendre ça, ils vont aller comprendre ailleurs. Et ils vont aller comprendre court. Ils vont aller comprendre dans l'ésotérisme, par exemple. Sachez que les sites ésotériques sont parmi les plus consultés par vos élèves. Ils vont aller chercher des solutions qui sont les plus archaïques et les plus claniques et les plus dangereuses qui soient, parce que le comprendre aura été absent de nos enseignements. Alors oui, je suis pour une pédagogie du chef-d'œuvre et des chefs-d'œuvre à la fois que l'on étudie et que l'on s'efforce de réaliser, évidemment, en progressant soi-même et en essayant de faire de son travail un chef-d'œuvre. Et quel que soit le niveau taxonomique, coller des gommettes, ça peut être un chef-d'œuvre. Faire un petit texte, une lettre d'amour en 6e ou 3e, ça peut être un chef-d'œuvre. Faire une petite maquette, ça peut être un chef-d'œuvre. Trouver une solution originale à un problème élégant, comme disent les mathématiciens, ça peut être un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est le moteur qui fait qu'on progresse. On ne se résigne pas à la médiocrité dans ce qu'on fait, on essaye de faire. Parce qu'on a intégré l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Je fais l'hypothèse que tous ces outils que j'ai présentés là, l'utilitarisme, la construction d'un projet, des situations, problèmes, l'approche anthropologique, la rencontre des depths de culture, peuvent se combiner. Il y en a pas une de ces approches qui doit être hégémonique. C'est dans le travail d'équipe, dans les situations que vous rencontrez, que vous allez tirer ce fil-là plutôt que d'autres. Peuvent se combiner, mais qu'elles doivent pouvoir tout aboutir à réhabiliter le plaisir de la compréhension et de l'intelligence dans une société où le plaisir vient du corps et de l'intuition. Et qu'il y a un vrai enjeu là. Et que si ça arrive une fois dans une année pour un élève, on n'a pas perdu. S'il a retrouvé la possibilité de prendre du plaisir dans la pensée, plutôt que dans la possession, plutôt que dans la violence, plutôt que dans des tas d'autres choses,
On a fait notre job. On a fait notre... Alors, on l'a fait, c'est difficile et je conclus, bien sûr. Rien de tout ça n'est mécanique. Malheureux. Le métier d'enseignant ne se réduit pas à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. Il faut ce que Cornelius Castoriadis appelle un foyer mythologique, qui serait, que je définirais comme la passion de comprendre soi-même pour faire comprendre aux autres. Même la passion de comprendre pourquoi ils ne comprennent pas et d'en faire un défi pour notre propre intelligence individuelle et collective. Car ce que nous transmettons aux élèves, c'est pas seulement notre savoir, c'est notre amour, notre rapport. Si nous avons cet amour du savoir et ce rapport au savoir, alors nous transmettrons un peu d'amour, de savoir et de rapport au savoir, même aux élèves qui jamais ne nous diront. Voilà. Merci de votre attention. Vous avez une belle journée. Alors, vous avez un peu de temps pour réagir, pas seulement sous forme de questions, mais sous forme de réaction, d'interpellations, témoignages, tout ce que vous souhaitez. Je suis là. Ah. Je me demandais si vous aviez déjà réfléchi à la posture de l'enseignant dans une classe, en considérant des élèves qui votent dans le sens de l'IGETSER. Voilà, donc en y intégrant même, si vous voulez, l'e-pédagogie. Avez-vous réfléchi déjà à la posture de l'enseignant en ce qui concerne l'e-pédagogie? Je ne suis pas du tout un spécialiste de cette question, on ne peut pas être spécialiste de tout, hein, et il faut bien regarder des choses plus précises. Moi, je me suis intéressé, comme vous l'avez vu, à la relation pédagogique, à la relation à l'apprendre. Je n'ai pas étudié expérimentalement et d'une manière scientifique, je pouvais apporter le numérique dans l'enseignement. Je crois que le numérique est un outil. Avec un outil, on peut, comme avec n'importe quel outil, faire de très belles choses, c'est la gueule, la figure. Avec un marteau, on peut tuer son voisin et on peut faire une magnifique étagère. Alors, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je vais juste dire, mais je vous demande de prendre ce que je vais dire là comme l'avis d'un citoyen ordinaire et pas d'un expert. Parce que je ne suis pas expert. Le citoyen ordinaire qui a réfléchi un peu à la pédagogie dit le numérique pourrait avoir un effet très négatif s'il aboutissait à une individualisation systématique et à la destruction de tout collectif, ce qui, à mon avis, est un danger. C'est pas un danger complètement fantasmé, parce que il y a des gens sur la planète très puissants qui rêvent vraiment que l'école telle que nous la connaissons disparaisse très vite et que l'on mette de chaque élève devant un écran qui sera connecté avec un gigantesque serveur qui aura toutes les connaissances, qui sera installé sur les éléments pour être bénéficier de ouverture. Chacun se connectera. Et vous avez chaque année une manifestation organisée par la troisième épouse de l'émir du Qatar, qui s'appelle le White, la manifestation, qui réunit soi-disant les plus grands experts résultatifs du monde et en réalité les plus grands industriels du numérique, qui nous prédisent une société dans laquelle il n'y aura plus d'enseignants ou des enseignants qui seront simplement là pour garder les chaînes informatiques. Et les élèves seront branchés en direct dans un face-à-face avec les parents. Cette école-là, moi, je vous dis franchement, je n'ai aucune attirance pour elle. Et je pense, malheureusement, qu'il y a un certain nombre d'intérêts commerciaux qui vont jouer et de lobbies extrêmement puissants, au prix de lobbies industriels et de lobbies politiques, pour qu'on aille vers ce type d'école qui permettrait d'ailleurs d'avoir une sorte de suivi des compétences, de tests de l'employabilité immédiate, etc., etc., et de nous entraîner vers le meilleur des mondes possibles de sens de. En revanche, le numérique me paraît pouvoir avoir des usages fantastiques et formidables. Mais moi, ce que je sais faire, et je ne sais faire que ça, parce que je suis un pédagogue, c'est tout, je ne sais entrer que par les usages. Le numérique, ça peut servir à quoi? Ça peut servir à travailler sur l'écriture avec du traitement de texte et des logiciels avec une suite bureautique. Attendez. Non, mais il faut, je crois, spécifier les usages avec les élèves. À quoi ça peut servir avec les élèves? Ça peut servir à travailler sur ça peut servir à individualiser certains entraînements.
par exemple, certains exercices sur des élèves qui sont en retard dans la compréhension de certains mécanismes. Parce que l'ordinateur a un immense avantage sur l'adulte qui est l'enseignant, c'est qu'il ne s'énerve jamais. Ça, pour certains enfants, ça peut servir à quoi? Ça peut servir dans le cadre en particulier, là, la médecine, vous avez raison, mais l'enseignement technique, etc., nous autres exemples, dans les logiciels de simulation. Parce que le logiciel de simulation permet de simuler des situations, de voir l'impact, de se repérer, et c'est quelque chose que seul le numérique peut vous permettre. Ça permet de travailler avec des logiciels coopératifs, collaboratifs. Il faut plusieurs travailler sur un, etc. Donc, moi, ce que je demande au numérique, c'est pas tout numérique ou pas numérique, c'est pas technophile, technophobe. Je demande qu'on regarde à quoi ça sert dans ma discipline pour ce que je veux enseigner. Et si c'est utile et si j'en ai besoin, alors, si ça me permet d'aller plus vite, de progresser, si ça me permet d'aider les élèves à mieux travailler, oui, il faut l'utiliser. Mais il faut l'utiliser au service de quelque chose. Ce qui dit en termes extrêmement sommaires, il faut mettre le numérique au service de l'école, pas l'école au service du numérique, c'est tout. C'est-à-dire il faut aller le chercher quand on en a besoin, que ça apporte un réel plus. Je le dis très simplement. Et je crois qu'il y a encore du travail à faire pour identifier dans chaque discipline le travail sur le numérique. Moi, j'ai un collègue géographe qui fait de la didactique de la géographie, qui m'a montré des logiciels pour comprendre le relief, mais absolument fabuleux. Et ça, c'est extraordinaire comme outil pédagogique. On ne peut pas se priver de ça. C'est fantastique. Ça permet de comprendre des choses que beaucoup plus vite. Donc ça, je trouve ça très bien. Et puis, j'ai vu des classes, compris des écoles d'analyse parfois les plus des outils, vous voyez des cas collés aux écrans, en train d'essayer vaguement de faire des QC1, et puis à décrocher au bout de 5 minutes. Quoi. Donc, moi, je dis, mettons le numérique au service des apprentissages. Oui, mais à partir des usages. À partir des usages. Voilà. Je pense qu'il faut identifier les usages, et c'est les usages qui en déterminent l'utilisation. Monsieur, oui. Simplement, vous avez posé la finalité finalement de votre action à propos et sans jamais vraiment évoquer les programmes que je continue à entendre dans le sport comme finalement un carcan de choses et ça devrait il a fait en tout cas nous aide à donner du sens à l'action en liberté qui souffle et sont c'est pas les plus souhaités ou souhaitables. Mais je voulais savoir comment vous positionner ou comment vous les intégrer. Alors, d'abord, deux remarques préliminaires. Finalement, les programmes ne sont pas aussi contraignants que nous le disons souvent. Et chacun d'entre nous, on prend des libertés quand même un peu avec. Deuxième remarque, et on a raison. Deuxième remarque préliminaire, le nouveau texte du socle commun qui a été adopté la semaine dernière par le Conseil supérieur des programmes m'apparaît représenter un pas en avant significatif par rapport à des textes antérieurs et à des outils antérieurs qui nous étaient proposés. Ils ne sont pas encore déclinés, ces textes, en programme. Ils devraient l'être. J'espère qu'ils vont aller vers des programmes non pas allégés, j'aime pas ce terme, c'est yaourt, mais vers des programmes plus ciblés, avec plutôt un nombre limité de grands objectifs et un référentiel final, plutôt qu'une espèce de programmation un peu mécanique et enfermée. Voilà. J'ai été moi-même membre à plusieurs années du Conseil national de programme. J'avais écrit à l'époque texte qui a été publié au BEOS de la différence entre programme et programmation, en disant le programme ne programme pas. Le programme, c'est le référentiel final qui vous offre à la fin de l'année, mais il ne vous programme pas votre ordre, votre méthode, etc. Rester. On s'est trouvé coincé. Pourquoi? À cause des auteurs de manuels. Parce que les auteurs de manuels sont venus nous voir et ils étaient absolument furieux parce que dans telle ou telle discipline, on n'avait pas réussi à faire 36 notions. Que les manuels sont construits autour de 36 chapitres représentant chacune des 36 semaines scolaires. Donc, si les auteurs de programmes ne font pas 36 notions, se font engueuler par les auteurs de manuels, ils n'arrivent pas à faire les manuels en 6 semaines. Il faut prendre de la liberté par rapport à tout ça, moi je pense. Alors après, dans les programmes, une fois qu'ils sont ce qu'ils sont, il y a moyen d'aborder les notions, soit, je vais dire, par l'aspect
académique au mauvais sens du terme. Le sens académique peut avoir un très bon sens. Et soit par l'aspect programmatique, soit par l'aspect du sens de ce que l'on dit. Rien n'empêche quand on aborde la loi de Joule, d'expliquer quels étaient les enjeux à l'époque sur la question du développement de l'électricité. Rien n'empêche, quand on aborde Copernic et Galilée, de se demander pourquoi il y en a un des deux qui a été poursuivi par l'Église et l'autre pas, et qu'est-ce qu'il disait de différent alors qu'il disait en réalité la même chose. En fait, rien n'empêche de mettre un peu d'énigmes historiques, d'énigmes intellectuelles, d'énigmes dans les notions qui sont souvent présentées d'une manière un peu linéaire et un peu, encore une fois, je ne sais pas quand il dit ce mot parce qu'il n'est pas péjoratif en soi, mais un peu académique comme aurait sans du terme. Je crois que nous avons de la liberté avec ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les programmes. Je crois que le nouveau texte du socle commun dit avec beaucoup de simplicité parce que je trouvais les autres confus et je trouvais que il y avait même des choses hallucinantes dans les personnels que je trouvais complètement incroyables de naïveté. On mettait sur le même plan des compétences comme c'est fait preuve de créativité, c'est attaché une pièce jointe à un courriel. C'était vraiment, on était dans du grand n'importe quoi. Il me semble que les choses ont avancé, qu'on a des choses qui sont aujourd'hui, à mon avis, prometteuses. J'espère que les enseignants seront entendus pour que leur liberté pédagogique au sens le plus noble et le plus beau du terme, c'est-à-dire leur initiative et leur inventivité soient respectées. Je fais partie de ceux qui regrettent très sincèrement que depuis quelques années, on ait de facto prolétarisé les enseignants. Alors, si prolétarisé carrément en Marx, un Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des prolétaires. Marx a dit que les ouvriers ont été prolétarisés le jour où ils se sont mis au service de la machine et que c'est plus la machine qui était à leur service. Je pense qu'il y a un moment, on a mis les trois au service des tableaux Excel et c'était plus les tableaux Excel qui étaient au service et que ce danger-là n'est pas complètement éloigné. Il n'est pas complètement... ça peut revenir et l'emprise technocratique de la machine peut nous étouffer et étouffer toute inventivité. C'est pour ça qu'il y a un vrai combat pour la reconnaissance de la grandeur de la noblesse et aussi, il faut le dire, que je l'assume comme vous, un combat pour la reconnaissance sociale. Je crois que c'est très important. On a réussi de l'éducation nationale. Et donc, je crois que les enseignants doivent être des enseignants-chercheurs à tous les niveaux et pas simplement à l'IS. Je crois que le monde, le terme d'enseignant-chercheur devait s'appliquer à l'école. Le monde de l'enseignant-chercheur. Une dernière question, Madame Séguin. Je ne pas arrêter. Dites que le désir de savoir n'implique pas forcément le désir d'apprendre et qu'il peut mobiliser en fait les élèves pour qu'ils aient envie d'apprendre. Aujourd'hui, je vais de la conférence sur l'évaluation à préconiser la suppression des notes. Moi, on sent que c'était certainement un frein à ce désir d'apprendre. Mais je voulais avoir votre regard et en penser. Moi, je suis pour l'évaluation, mais je ne pense pas que les notes soient le bon outil d'évaluation. Voilà, de manière très simple. Je pense que les notes, c'est approximatif, que aussi logiquement que les notes ne sont pas initiales, que en plus les notes nous entraînent vers des dérives extrêmement abracadabrantesques, excusez-moi sur le terme. Au pays de Descartes, dans un examen comme le baccalauréat, un trait en français qui sera tapé en 7 en physique et vice-versa me paraît particulièrement problématique. Vraiment problématique. S'il me fallait expliquer ça à quelqu'un venant d'une autre planète, je veux dire que c'est totalement incapable de l'expliquer. Totalement incapable. Personne ne peut défendre un truc pareil, n'est pas non personne. Il faut que je sois maintenant installé dans les mentalités, pour pas redire aux questions. Donc, je pense que les notes ne sont pas la bonne formule. Moi, je défends depuis très longtemps une évaluation qu'on pourrait appeler par unité de valeur. Ce que Célestin Trenet appelait une évaluation par brevet. Il avait emprunté ça au scoutisme. Bon, voilà. Moi, je défends un brevet des collèges ou un baccalauréat. Il faudrait avoir 15 unités de valeur, 10 obligatoires et 10 facultatives, 10 obligatoires et 5 au choix. Il faudrait préparer et obtenir chacune de ces unités de valeur. C'est la totalité de ces unités de valeur qui ferait le diplôme, qui permettrait le passage au niveau supérieur. Je pense que c'est la seule méthode, et elle n'est pas révolutionnaire. C'est pas l'ultra-gauchiste que de dire ça.
que le gars qui a inventé le système des brevets, c'est le gars qui a fondé le scoutisme, c'est Baden-Powell. C'était pas un gauchiste hirsute, libertaire et chevelu. Hein. C'était vraiment présenter ça comme une espèce d'élucubration gauchiste, c'est absolument ridicule. C'est au contraire un système exigeant, vraiment exigeant, qui me semble avoir fait ses preuves partout là où il a été pratiqué. Moi, je l'ai pratiqué à l'université dans de très bonnes conditions. Malheureusement, il a été abandonné. Une note, pour moi, dans une catastrophe. On arrive à avoir des étudiants qui compensent, qui jouent la stratégie en compensant des trucs quelque part par des trucs ailleurs. Enfin, ça devient des petits calculs d'apothicaire et les enjeux intellectuels, tout ça. Mais ça marchait bien, le système des unités de valeur. Je crois que la logique serait d'aller progressivement vers un système d'unité de valeur. Je suis convaincu que ça pourrait marcher. Et bon, les notes et le baccalauréat ont d'autres enjeux. Ce sont des enjeux symboliques et sociaux. Et la rationalité n'a que peu d'importance, malheureusement. Des enjeux que les gens ne regardent pas sous l'angle pédagogique, sous l'angle de la rationalité, mais qui regardent sous l'angle de nostalgie. Ils imaginent que les notes, c'est l'exigence. Alors que les notes, c'est précisément le contraire de l'exigence. Je veux pas que mon devoir fait 7 sur 20. C'est fini. T'as bâclé ton devoir. Je t'ai mis une mauvaise note. On s'arrête là. C'est de la pédagogie bancaire. Au sens de pas faire. Moi, je suis réglé. Si au moins il y avait la double notation, pas la double notation de 2 correcteurs, mais la double notation, je te mets 7 sur 20. Je te donne 3 conseils. Tu refais ton devoir et c'est la deuxième note que je prendrai. Si au moins il y avait la double notation, on pourrait dire que la note fait progresser. On prend la deuxième, on ne regarde pas la première. Mais comme on le fait rarement, en réalité, la note, c'est la paresse pédagogique et la paresse intellectuelle. Je vous parle très librement. Alors, ceci étant dit, je les utilise, moi, et j'essaye de faire en sorte qu'elles soient rigoureuses. Tant qu'il faut les utiliser, essayons de faire en sorte qu'elles soient rigoureuses. Mais j'espère que le système ira vers quelque chose de plus exigeant intellectuellement et exigeant pour les élèves. Je dis bien le plus exigeant, pas le plus laxiste. Je pense qu'il faut montrer que c'est la note et le système, qu'il y a d'autres manières d'évaluer qui sont plus. Voilà. Mais ce n'est que mon avis. Merci. Merci à toutes et tous d'avoir participé à notre journée à la réunion. On espère que vous y avez pris tout plaisir, que vous avez appris des choses. L'un passe à l'autre pour une jeunesse confiée. En tout cas, on peut rendez-vous sur le site de la quartier ou de votre côté l'écran vous a tourné. Et